Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast RNT Ciné, troisième, pas du tout épisode, hein, on est au septième, je sais pas pourquoi j'ai Ouais, voulu dire 3. Le chiffre 3 voulait absolument sortir de mon corps. ça Euh, commence bien. mais je suis avec Théo, donc comme d'habitude. Oui, salut à tous. Et donc, on est parti pour ce podcast du mois de septembre. Alors, je vous rappelle rapidement le concept de ce podcast. On vient chacun sur 10 films ou séries qu'on a vus lors de ce mois, donc là, en l'occurrence, mois de septembre 2023. Euh, alors, moi, je priorise toujours, plutôt aussi d'ailleurs, on priorise toujours les sorties forcément de l'année 2023, les sorties du mois. Et c'est vrai que moi, ce mois-ci, j'avais un classement que avec des sorties de 2023. Sauf que tu m'en as pris un, du coup, je me retrouve avec juste 9 films séries sur 10 à être sortis en cette année 2023. Et puis j'ai un film de 2012. Voilà, mais sinon, j'ai que du 2023 dans mon D'accord. classement. Je suis en train de regarder, moi j'en ai moins, mais j'en ai ouais, 3-4 je crois. Donc, Mais de toute façon, voilà, plus on va avancer vers la fin d'année, plus on va avoir quasi que du 2023, quoi, parce que forcément, les sorties en ouais. fin d'année, c'est vraiment du miel. C'est du banger de Tar les Oiseaux. Je, je commence à en avoir marre de banger, ça y est. Ah ouais, ça y est, Ouais, la hype est passée. ouais, ouais. Ouais, le train est passé. Honnêtement, je rentre pas dans le train, la team. Non, moi je suis encore un peu dedans, mais je me dis je vais peut-être m'arrêter au prochain arrêt, tu vois. Les méta- Ça commence très bien. Euh, on tourne toujours ces podcasts vers minuit. Oui, C'est vraiment. Ça me fait rire et je suis fatigué. mais ça Euh, apporte un petit charme. oui, le charme, je sais pas si c'est le bon mot. Ouais, On est parti, toi, t'as dit combien? 4 5 films de 2023, c'est ça? ouais, à peu près. Ok, Harry. On est parti. Alors, c'est moi qui commence, hein, je crois, d'habitude. Ouais, 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 ouais. Cet épisode, le gars n'est toujours pas au courant de l'émission. Alors, donc moi, je commence avec un excellent film, pas du tout. Je pense que c'est le pire film de l'année, enfin que j'ai vu en tout cas, et c'est vraiment l'un des pires films all-time que j'ai vu de ma vie. Non, mais carrément. Euh, Est-ce que c'est le pire de tous les derniers de classement depuis qu'on fait le podcast? Oui, oui, oui. Non, mais je te dis, alors, j'ai mon compte IMDB où je note, mais je suis vraiment juste pour moi, quoi. Je mets pas de commentaires, Oui. je note mes trucs. J'ai mis 1/10. J'avais jamais mis de 1/10. Et est-ce que t'as mis un par respect? Non, c'est qu'on peut pas mettre zéro sur les Ok, d'accord. Devil's Peak. Je connais pas. Bah, tant mieux. Alors, dans les Apaches de Caroline du Nord, Jacob McNeely, 18 ans, est déchiré entre l'idée d'apaiser son père, un caïd du trafic de méthamphétamine, et celle de quitter les montagnes pour toujours avec la fille qu'il aime. Alors, moi, Mhm. le synopsis me donnait grave envie, parce que voilà, je me suis dit, on Ouais. va être sur de l'Amérique profonde, des mecs, voilà, un visage de l'Amérique désœuvré. Le poster, donc tu le vois pas, mais est vraiment super, super propre et donne vraiment envie. Euh, et c'est vraiment nul à chier, quoi. Alors, c'est réalisé par Ben Yang. Ok. Je regarde, non, il n'y a rien de. Il y a rien de marquant. Et pourtant, il y avait un cast, je vais pas dire fou, mais bon, quand même un peu intéressant. Billy Bob Thornton, je sais pas si, Thornton, je sais pas si tu vois qui c'est. Ça me dit rien, mais Il a peut-être joué de visage. dans, ouais, ouais, je pense. Souvent des seconds rôles. Moi, je l'avais vu dans l'excellent A Million Little Pieces que j'avais adoré. Et j'avais adoré justement le personnage de Billy Bob Thornton. Il y a Hopper Payne qui est le fils de Sean Penn. Ok. Il y a Caitlin Nacon qui jouait dans The Walking Dead. Donc un cast qui me donnait un peu envie. Jared Bankens aussi qui a souvent des rôles quasi de figuration mais qui a une vraie gueule donc on le retient un peu. Donc ouais ça me donnait vraiment envie, le casting sans plus. Et alors je sais, je sais pas par quoi commencer tellement il n'y a rien qui va. Euh, Hopper Penn, faut arrêter le cinéma parce que le gars est juste le fils de Sean Penn, hein. C'est vraiment tout ce Palmarès qui. du. Non mais mec, c'est une catastrophe, vraiment.
Il y a peut-être une scène où je me dis, ok, là, c'est un peu un acteur. Sinon, tout le reste, ça ne va pas, quoi. C'est pas possible. Je ne peux pas croire que ce gars soit acteur. Enfin, c'est une catastrophe. La photographie du film. J'ai l'impression, frérot, il a mis une lumière à UV puissance maximum. Et gars, le film, il m'a illuminé. C'est une lampe de bureau. Non mais frère, le film il m'a illuminé, mais pas... tu sais, il m'a illuminé comme tu rentres chez toi à 2 heures du mat et tu te prends des pleins phares dans la gueule, mais constamment, pendant 1 heure et demie quoi. Donc c'était vraiment... Non. Il y a peut-être 2 beaux plans dans le film, où on va montrer un peu justement une Amérique, voilà, cet autre visage de l'Amérique, et je m'attendais vraiment à un truc comme ça. Que dire du père de Hopper Payne, donc Jacob McNeely, dans le film joué par Billy Bob Thornton, donc qui interprète Charlie, et donc qui est ce fameux dealer, qu'on va jamais vraiment voir faire de deal de drogue d'ailleurs, et on dirait en gros c'est Walter, enfin il a fait le look de Walter, mais Walter, frère, c'est WC là, c'est Water, frère, enfin je sais pas, mais c'est une catastrophe. Et il est sorti quand le film? Cette année. Mais Ah, pas en France, pour le bien de notre pays. Mais non, y a rien qui va, quoi. pour une fois qu'on est content que ça sorte pas en France. Non, mais je te jure. Alors, Robin Wright aussi, je connais pas du tout. Pourtant, Ozark, Forrest Gump dans sa filmographie. Ouais, Forrest Gump, Ouais. putain, oui. Elle joue Jenny Curran dans Forrest Gump. Mais, donc, quand même un rôle important. Mais là, je sais pas, mais tout est, tout est mal joué. La direction d'acteur est cataclysmique. Le scénario n'a aucun intérêt, je m'en branle de ce qui se passe. Il y a trop de personnages pour un film d'1 heure et demie, et aucun personnage n'est vraiment intéressant. Il se passe trop de choses. Je ne crois en aucun moment à l'histoire. Il n'y a rien qui va, honnêtement. En fait, c'est tellement nul que je sais même pas quoi dire. Tu vois, juste c'est de la merde. Il n'y a rien qui va dans le film. Voilà, l'acting, tout est nul. Donc j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est n'allez pas voir ce film. Et tu vois, ça a été une vraie déception pour moi parce que franchement, je pense que ça aurait pu être bien. Et non, c'est vraiment une catastrophe. Donc ouais, j'ai même pas de critique constructive parce que là, il n'y a rien à construire. Il y a rien qui a été construit par le film, frérot. Ils l'ont détruit avant même de construire quoi que ce soit. Donc non, c'était catastrophique. Du coup, tu vas le regarder le film? Bah ouais, je pense, ça a l'air bien en vrai. Ouais. À toi. Franchement, mec, j'ai rien à dire. C'était Entendu. nul à chier, quoi. Mais ok, ça donne envie en tout cas, franchement, Voilà, bah, tu vends. n'hésite pas en tout cas. Du coup, moi, ma 10e position, c'est un film que j'ai apprécié parce que moi, du coup, là, pour la review du mois de septembre, mes 10 trucs, 10 séries ou films, j'ai plutôt apprécié tout, donc je vais pas être aussi cinglant que toi. Du sang et des larmes, du coup, qui est un film qui est sorti en 2013. C'est un film de guerre, tout simplement, et c'est inspiré d'une histoire vraie. Pan, pan, Donc pan, c'est moi, pan. C'était pour faire un peu une mise c'est en situ. non, non, mais des fois, il faut se taire, hein, vraiment, hein. Ok, pardon. C'est important. Et c'est plutôt bien noté en vrai. Même moi, donc j'ai dit, j'ai bien apprécié le film. Il y a eu plein de nominations, bon, notamment sur des Oscars pas mineurs, mais moins importants, comme le montage du son ou le mixage du son. C'est pas les Oscars qu'on retient le plus. Je sais même pas s'ils ont gagné d'ailleurs, mais ils ont été Non, nominés. pas gagné. Donc, je vais dire le synopsis rapidement. Marcus, Mike, Matt et Danny sont 4 soldats des SEALs, une élite de l'armée des États-Unis. Ils ont pour mission d'éliminer Ahmad Shah, haut responsable taliban responsable de l'assassinat de 20 soldats de la Navy une semaine plus tôt. Ils se font déposer en hélicoptère et marchent jusqu'aux alentours du village où se trouve la cible. Alors, du sang et des larmes, c'est un film de guerre assez basique, avec plein de petits trucs réussis, mais c'est tellement le film vu et revu que c'est pas forcément un truc qui sort du lot. Mais en même temps, quand tu te dis c'est une histoire vraie, ça te fait un peu plus accrocher au film et tu te dis ouais, ok, bon. Et pas non plus un truc revu en mode. En plus, ils ont inventé ça. Non, c'est.
Ils se sont juste inspirés de ce qui s'est passé, donc ils pouvaient pas vraiment, ils n'avaient pas une marge de manœuvre énorme pour être original. Mais après, il y a quand même des moments où donc ces 4 soldats en fait qui se mangent d'une embuscade et ils vont devoir survivre aux côtés enfin encerclés par tous les talibans et tout. C'est dans des situations, enfin pas des situations, mais des environnements, voilà, très variés, hyper bien filmés, parce qu'en même temps ils essayent de s'enfuir, en même temps ils essayent de se battre et tout ça. Et donc c'est plutôt bien fait au niveau de la réal. Franchement, c'est Peter Berg qui réalise. Donc je trouve qu'il y avait des plans plutôt sympas et tout ça. Après, on se perd dans les grands États-Unis avec des moments d'héroïsme où je pense que dans la vraie vie, ça s'est pas passé exactement comme ça, même si c'est les faits. Ils ont pris des libertés en fait sur des trucs où tu te dis mais là c'est pas possible que ça arrive, où il y a des trucs trop d'élan d'héroïsme. Puis, enfin, je sais pas, soyez sobre dans ce que vous faites, même si bon, un film de guerre c'est jamais vraiment très sobre, mais le plus possible. Mais donc voilà, c'est sympa, mais c'est un film qu'on oublie vite et qu'on a déjà vu 15 fois dans sa vie, quoi. Il y a un beau casting, il y Voilà. a Mark Wahlberg, Ben Foster, Alexander Ludwig apparemment. Ouais, Euh, et il y a Emile Hirsch. Alors, je comprends rien à la carrière de ce gars. Parce que tu vois, ouais, là, il joue là-dedans. Il jouait dans Into the Wild aussi, voilà, qui est un film qui a cartonné. Bon, moi, j'aime bien le film, mais je le je l'ai trouve jamais pas. vu. Bon, c'est sympa, mais c'est quand même bon, un peu surcoté. Mais là, il s'est complètement perdu. Il joue dans des films de budget de 7 euros, dans des grosses séries B, et enfin, c'est Mais il n'a pas cataclysmique. eu des problèmes de drogue et tout. Peut-être, je savais pas. Mais ça m'étonnerait pas parce qu'il joue dans des trucs. Je le vois des fois, mais Il a joué dans un film alors d'adolescent, mais moi ça m'a marqué quand je l'ai vu. C'est The Girl Next Door. ça me dit Et un bon, truc. j'ai eu un crush sur la meuf qui est Next Door. Et vraiment, elle est extraordinaire. C'est Mais vrai qu'il voilà, joue dans c'était une Once petite Upon a aparté. Time aussi. Ouais, il avait putain une vraie Ah, filmographie, et puis là, ouais. vraiment. Ouais, il joue le mec de Margot Robbie, je crois. Le voisin. Ah oui, ok. Ouais, Je bon, il crois. a 2 scènes, mais déjà ça. Ouais, mais quand même. Mais Ah ouais, ouais. je comprends rien de ce qui lui arrive dans sa carrière. Emile Hirsch, mais du coup, je savais pas qu'il avait eu des problèmes de drogue. Bon, après, c'est pas un acteur non plus Je que. ne sais pas une info sûre, hein, c'est juste je crois, mais. Ok, du sang et des larmes, je connaissais pas. Bon, après, moi, film de guerre, voilà. Vous savez que c'est pas mon délire, mais bon, j'aime bien Mark Wahlberg, donc ouais, tu fais ce que tu veux de cette info. Moi, je l'aime bien en comédie, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de le voir en comédie. Mais je l'avais bien aimé dans. Merde, avec. Les Infiltrés. Ouais, Les Infiltrés. Ouais. Autre film de 2023, hein, comme la plupart de ma liste, c'est un film français, franco-belge, qui me donnait bien envie, notamment parce que je m'attendais pareil à une direction artistique euh, assez cool, et finalement, remis sur deux trois plans, il n'y a pas grand-chose, et surtout, Monsieur Benoît Poulvorde dans le rôle principal. Ah, Alors, Normal, c'est l'histoire d'une fille de 14 ans qui s'appelle Lucie. Et son père, interprété par Benoît Poulvorde, a la sclérose en plaques. Et donc, voilà, il perd pas la boule, mais par contre, il peut plus marcher. Il a un autre problème qui va lui arriver pendant le film. Un jour, elle va tomber sur une dame, tu sais, sociale, là, enfin, je sais plus comment on dit, ouais. qui s'occupe justement. Putain, comment on dit? Une Une assistante assistante sociale. sociale, ouais. Ok. Voilà, qui va en gros un jour dire à Lucie que ils vont rapidement avoir une visite pour voir si son père peut toujours s'occuper d'elle. Et donc le père est interprété par Benoît Poulvorde. Le film est pas bon. C'est une espèce de comédie. Alors le seul truc qui fait que le film est pas catastrophique, c'est Benoît Poulvorde, qui est absolument génial. C'est réalisé par Olivier Babinet. Rien, lui non plus, de très marquant dans sa carrière. Mhm. Le seul truc vraiment notable du film, c'est Benoît Poulvorde, parce qu'après, bon, enfin, je sais pas comment ça se passe, mais l'assistante sociale qui dit à la fille de 14 ans, bon, ben, on va te passer une visite tel jour à telle heure.
Mais ok, bah du coup, elle va bien préparer avec son père tout pour que lui soit bien habillé, etc. Alors que c'est un mec qui fume de la bœuf, qui est au RSA. Tu vois, donc, enfin, je sais Mm. pas, je trouve que ça manque un peu de réalisme. On va se perdre aussi dans une sous-intrigue avec un mec de sa classe, ce qui c'est, on s'en branle complet. Euh, Mm. donc ouais, c'est le seul truc un peu réussi, c'est la relation qui est un peu touchante entre Benoît Poulvord et sa fille. Et puis Benoît Poulvord qui est très drôle et il y a des scènes un peu marrantes, quelques scènes bien filmées, mais c'est une comédie qu'on a trop vue. Ça commence en étant narré par la fille de 14 ans qui écrit dans son journal intime. Enfin bref, Mm. c'est un peu lourdingue. Et ouais, je m'attendais vraiment à une direction artistique plus poussée que ça. Et finalement, ouais, hormis sur deux trois scènes, c'est un film très basique. Même dans sa manière d'être filmé. Donc voilà, si vous aimez Benoît Poulvord, allez voir. Sinon, on s'en branle quoi. Ouais. Ouais, c'est aussitôt vu, Il y avait aussitôt oublié. Benoît Poulvord, pardon. T'aurais regardé ou pas? S'il n'y avait pas Poulvord, Ouais, non, j'aurais pas regardé. Non, j'ai vraiment regardé pour lui. J'ai vraiment regardé ok. pour lui. Puis après, le synopsis était bon, tu vois, c'est basique. Et Ouais. je m'attendais à un truc un peu comédie dramatique, mais pas autant dans la comédie, parce que ça tombe un peu trop dans la comédie parfois. Puis dans la comédie, pas bien drôle non plus. Même si le personnage de Benoît Poulvord est vraiment drôle et attachant, et enfin voilà, bon, après je suis fan de Poulvord, donc ça joue. Voilà, normal, ça vaut pas le coup, hormis si vraiment vous êtes fan de Poulvord. Ok. Ta neuvième place. Alors, ça va- faut que tu te bouches les oreilles. Mais après, j'ai bien aimé le film, hein. Attention. C'est donc Bones and All, qui est sorti l'année dernière, qui est un film réalisé par Luca Guadagnino. T'es plus calé que moi sur le sujet de ce réalisateur, mais c'est celui qui va réaliser le film avec Zendaya, là. Ouais, qui avait Challenger. réalisé Call Me By Your Name avec justement Timothée Ah Chalamet. oui, oui. Ok. Et donc, très bon réalisateur, même sur ce film d'ailleurs. Donc moi, je l'ai mis en neuvième position, Bones and All, parce que, bah, du coup, je peux spoil. Oui, hein. Oui. En fait, ça parle de cannibalisme. Et j'avoue que le cannibalisme vu à l'écran, bien détaillé et tout, surtout dans la scène avec Mark Rylance, j'ai pas trop kiffé. J'avoue, le début du... En fait, mon gros problème avec le film, c'est les 45 premières minutes. Parce que en lisant le synopsis avant, je savais pas que ça parlait de cannibalisme. Donc moi déjà, je regarde le film, je me dis, bon, la meuf, elle essaye de croquer le doigt d'une pote à elle, j'ai pas trop compris le délire. Et puis après, quand elle arrive dans la ville, je sais plus où, t'as le personnage de Mark Rylance qui arrive, qui dit oui, je te connais, on sent les personnes comme nous, machin. Et en fait, je comprenais rien au film. Alors après, tout est expliqué, et du coup, on sait pourquoi, mais je trouvais que les 45 premières minutes, elles étaient trop brouillonnes. On comprend pas trop ce qu'on regarde, on n'arrive pas trop à comprendre les personnages et tout ça. Et après, une fois qu'il y a la scène absolument dégueulasse avec Mark Rylance, où il bouffe une vieille qu'il a Qu'est-ce qu'elle laissé est bien crever. filmée, putain, mais. Oui, ah oui, non, mais ça c'est sûr. Mais moi, je sais pas. En fait, c'est le côté cannibaliste qui m'a un peu sorti du truc. Mais c'est après, en fait, j'ai commencé à apprécier le film à l'arrivée de Timothée Chalamet. Parce que, en fait, on voit enfin quelqu'un qui est comme elle, donc Maren, qui est jouée par Taylor Russell, qui est comme cette adolescente j'ai même pas dit le synopsis, je dis n'importe quoi. Donc, je vais commencer par ça. Maren, une jeune femme apprenant à survivre en marge de la société, découvre l'amour avec Lee, un intense et marginal vagabond. Ensemble, ils s'embarquent dans une odyssée de 1000 kilomètres qui les amène à traverser les routes délaissées de l'Amérique profonde de Ronald Reagan. En dépit de leurs efforts pour échapper à leur passé terrifiant, tout les ramène à leurs démons. Là, il n'y a aucune mention du cannibalisme. Et, euh, et donc après, comme je dis, c'est avec l'arrivée du personnage de Timothée Chalamet quand on arrive à voir une complicité entre les deux, que en fait l'histoire, ça ne tourne pas que autour du cannibalisme, même si
T'as l'impression que c'est une maladie qui les ronge, qu'ils en veulent pas. Et ça, j'ai aimé ce côté-là. On arrive à s'attacher aux personnages. Leur relation est hyper bien faite. C'est hyper bien réalisé. Mais c'est juste, en fait, un film qui dure 2 heures quand t'as 45 minutes qui, pour moi, sont pas claires et pas, comment dire, pas en adéquation avec ce qu'on peut attendre du film de base. Après, la fin aussi, le fait qu'elle le bouffe, ça me dérange un peu. Après, par contre, j'aime beaucoup la fin, en fait. C'est juste la dernière truc où elle bouffe Timothée Chalamet, ça me dérange. Par contre, la fin dans son ensemble, j'ai beaucoup aimé. Des plans hyper beaux et la relation entre les deux, c'est vraiment le gros point fort du film. Mais voilà, c'est juste les 45 premières minutes qui m'ont posé problème. En fait, je pense que c'est une prise de risque, parce que moi non plus, je savais pas. Et en fait, quand tu vas voir le film, tu peux pas savoir, parce que même dans la bande-annonce, c'est pas notifié. Et moi, ça m'a Mm. grave plu, en fait. Ce côté, j'ai été surpris. Et ça me fait du bien parfois d'aller voir un film où je m'attends pas à, tu vois, à Oui, exactement ce que je vais voir et tout. Et je pense que c'est un parti pris et qui divise. Forcément, et ce film-là, il a divisé. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je crois que je l'avais mis troisième dans mon classement de l'année dernière. Je suis fou de ce film. Je le trouve quasiment parfait. Je suis pas fan de la fin non plus. Et du fait, pareil, qu'elle. En fait, je comprends l'idée qu'elle mange Timothée Chalamet qui demande, en plus, qui lui dit c'est ce qu'on est, il faut que tu le fasses. Donc l'idée, oui. Après, je trouve qu'elle le fait trop rapidement. Je trouve que la scène est un peu bâclée. mm, Euh, mais pour moi, ce film, c'est la bizarrerie qui est mélangée à la poésie et je trouve ça juste brillant. On a, enfin, le truc du cannibalisme, là, on est quoi sur limite des loups-garous. Enfin, je sais pas trop, enfin pas vraiment des ouais. loups-garous, mais ouais, on est sur un truc un peu comme ça. Et ça a été tellement cliché de tout le temps là, les Twilight, les trucs. Et puis, en fait, il y a eu la période Oui, Twilight et du coup, on s'est mangé les trucs là, les Teen Wolf, les trucs comme ça. Tu vois, avoir un truc qui est intelligent sur le sujet, qui arrive à, en fait, arriver à amener de la poésie sur le cannibalisme, je trouve que c'est d'une mm, force. Et la relation. Alors, moi, je suis un énorme fan de Taylor Russell, qui est une actrice que je trouve extraordinaire et que j'ai hâte de voir dans les années à venir. Enfin, là, dans Bones and All, elle est fabuleuse. Dans Waves, elle était incroyable. Et ce film-là m'a fait vraiment, vraiment, vraiment tomber amoureux avec Timothée Chalamet. Parce que ce que j'avais vu de lui, c'était pas des rôles qui m'intéressaient, genre Dune, enfin, je le trouve pas mauvais dans Dune, juste Dune, c'est pas le type de film que j'apprécie. Et là, enfin, je me suis vraiment rendu compte du niveau de Timothée Chalamet, qui est un acteur fabuleux et qui est incroyablement charismatique dans ce film, alors qu'il est frêle comme je ne sais pas quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Euh, je trouve que le film est incroyablement bien filmé. Et puis forcément, quand on est sur un road trip au fin fond des États-Unis, moi, ça me parle tout de suite. Pour moi, ce film, il est unique. Et je trouve que c'est sa plus grande force, c'est que c'est un film tellement à part, tellement particulier. On ne sait pas ce qu'on va regarder quand on y va, quoi. En plus, moi, je me rappelle être seul dans la salle de cinéma quand je suis allé le voir. Enfin, ça a été vraiment une expérience pour moi vraiment extraordinaire. Les scènes de fin avec les couchers de soleil, là, c'était ouais. vraiment trop pour moi. Donc, non, je suis fou de ce film. Je suis fou de Taylor Russell. Enfin, j'adore cette actrice. Je trouve que dans ce film, elle est incroyable parce que euh, elle a pas, surtout avant l'arrivée de Timothée Chalamet, elle a pas beaucoup de dialogue. Elle parle pas beaucoup. Mm. On sait pas comment. Enfin, on n'arrive pas trop à la cerner. Et en fait, il y a ce déclic avec l'arrivée de Timothée Chalamet qui est incroyable. Mark Rylance, faut en parler aussi, qui est flippant, mais à un Ouais. point. Ah, il est trop terrifiant. Enfin, la perf de Mark Rylance, c'est incroyable. Il y a trois acteurs dans le film. Allez, tu rajoutes la daronne de Taylor Russell et le daron Ouais. aussi au début du film. Mais non, mais la vibe aussi, enfin, ce que dégage le film, il y a Ah, une vraie la identité sœur de visuelle. Timothée Chalamet.
Ouais, c'est vrai qu'il y a la sœur aussi, voilà, euh, mais il y a peu de personnages, on s'y perd pas, voilà. On a trois personnages vraiment importants. Mark Rylance, Taylor Russell et Timothée Chalamet. Et puis, ouais, cette relation entre Taylor Russell et Timothée Chalamet, elle marche, mais tellement bien. L'alchimie entre les deux, elle est fabuleuse. Donc, moi, je comprends que ce film est divisé. euh, Parce que on s'attend pas à ce qu'on va voir quand Hmm. on y va. Ça m'a fait penser un peu à Jordan Peele. Nope et tout là. Nope, Get Out. Non, c'est pas lui, Ouais, Get Out. Si. si, si. Si, c'est lui. Et c'est un peu le même délire de film. Enfin, je l'aurais bien vu réaliser ce genre de film. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. C'est en fait ce qui est fou, c'est que t'as un truc un peu fantastique, mais avec une réal qui est très film intimiste et très film terre à terre, genre. Enfin, Hmm. tu vois, enfin, la réal elle correspond pas au film, mais je trouve que ça, tu vois, le cocktail, ça donne un truc magique, quoi. Enfin, Lucas, j'arrive jamais avec son nom, mais Guadagnino. tu vois, il se fait connaître avec Call Me by Your Name, qui révèle d'ailleurs Timothée Chalamet, et qui est un film qui parle d'une relation homosexuelle, enfin, qui est un film très terre à terre, très vrai. euh, Avec un mec qui est accusé de cannibalisme, hein, d'ailleurs. dans le Call Me by Your Name. Ouais, c'est Armie Hammer qui joue l'autre acteur. Ok, et ce mec a été accusé de cannibalisme. Ouais, Et IRL, dans le. ouais, ouais, ouais. Mais il est cancel et tout, mais après, bon, Quoi? je crois qu'il a pas, si, il a pas été jugé coupable, je crois, mais C'est on attend de exceptionnel. voir, hein. On attend Pas de voir. exceptionnel, je sais pas, mais, Non, mais je suis mort. J'avais pas l'info. mais Armie Hammer. Armie Hammer. Putain, il jouait dans Social Network. Mais ouais, non, mais il a une Ok, putain putain, de j'avais pas film. l'info. Mais il a fait quoi? C'est fou quand même. Accusé de cannibalisme, c'est rare quand même. Ouais, c'est pas le truc le plus courant. Accusé de viol et de penchant cannibale. Ok. Bah, Sympa le mec. sympa. C'est dingue. Ok, bon. Mais bref, voilà, Bones and All, je suis fou de ce film. Faut que je vois d'ailleurs Call Me By Your Name. Call Me By Your. J'arrive pas avec ce putain de titre. Call Me By Your Name. Et là, effectivement, il y a le film qui sort avec Zendaya. Donc, moi, Luca Guadagnino. Euh, Je crois pas que ce soit ça, mais tu viens de saccager son nom. voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Et j'ai hâte de voir ce film avec Zendaya. Et d'ailleurs, Taylor Russell me Ouais, rappelle beaucoup Zendaya. oui, il y a un côté. À toi. Non, c'est à moi. En fait, Bones and All, c'est un peu mon film, quoi, dans ma tête. Oui, c'est vrai. Prochain film pour moi, donc nouveau film de 2023. Alors, un film d'horreur. Là encore, je l'ai regardé pour un mec. Et cette fois-ci, c'est Anthony Starr qui jouait Ah, dans Cobweb, La Maison du Mal en français. Film d'horreur, donc m'en branle. Mais il y avait Anthony Starr. C'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai regardé. il y a tellement des apparitions rares d'Anthony Stark qu'on doit choper Ouais, je te tout jure. ce qu'il fait. L'horreur frappe lorsqu'un garçon de 8 ans, Peter, en français pété, Mm. j'ai 8 ans d'âge, tente d'évoquer sur les mystérieux bruits de coups qui proviennent de l'intérieur des murs de sa maison et sur un sombre secret que ses sinistres parents lui ont caché. Bon, c'est un film d'horreur très classique, mais Anthony Starr, il est fort, quoi. Voilà. Non, mais Anthony Starr est fabuleux. Sa femme aussi, donc en gros, il joue les parents un peu flippants. Ouais. Lizzie Kaplan, que j'ai trouvé aussi vraiment génial. Mhm. Le petit aussi, Woody Norman, qui joue très très bien. Et je trouve que le cast est très bon. Je trouve qu'il y a un petit côté Anthony Starr au niveau du visage. Et d'accord, il jouait le petit dans Common Common avec Joaquin Phoenix. Ok. Qu'il faut que je vois. En plus, c'est à 24. C'est un film en noir et blanc avec Joaquin Phoenix. Ah Ça, oui. je vais le voir très vite. Et puis, bah voilà, là en plus, ça me donne une raison de plus parce que j'ai trouvé le petit vraiment bon dans le film. Par contre, Cléopatra Coleman, qui est une actrice que je trouve pas mauvaise d'habitude, j'ai trouvé cataclysmique dans le film. Mhm. Et puis son personnage, en gros, elle joue la prof du petit Peter qui s'inquiète pour lui, etc. Et puis qui va amener tous les moments débiles du film où tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, tu vois bien qu'il y a un truc qui cloche dans la maison, quoi. Ouais. Euh,
Enfin bref, bon, ça reste un film d'horreur, donc la fin est ultra cliché, voire nul à chier. Enfin, pour un film d'horreur, c'est bien, quoi, mais moi, je trouve ça vraiment nul à chier, quoi, ce genre de truc. Tout est prévisible, tous les jumpscares. Enfin, voilà, c'est un film d'horreur. La musique qui s'arrête, le mec qui apparaît pour faire peur. Enfin, tout est prévisible as fuck. Le truc, voilà, si vous aimez Anthony Starr, allez-y parce qu'Anthony Starr est fabuleux dans le film. Et sa femme, enfin dans le film donc, Lisa Kaplan aussi, super. Voilà, les trois persos principaux sont géniaux. Il y a juste le personnage donc de Cléopatra Coleman, la prof du petit Peter, qui est vraiment insupportable. Mais sinon, ça reste un film d'horreur classique plus, tu vois, c'est pas mauvais. Ouais. C'est bon, c'est sympa. C'est Ok. un bon petit film d'horreur, mais bon, m'en branle Bah complètement. ouais. Moi, j'aime pas les films d'horreur non plus, mais je suis fan d'Anthony Starr, donc je sais pas. Je- Peut-être, mais ce sera pas dans les priorités, quoi. Quelle est donc ta huitième place, Harry? Huitième. Série qui est sortie sur Netflix ce mois-ci, qui retrace la vie d'un homme très important dans l'histoire de notre pays, quand même. Bernard Tapie. Donc la série, c'est juste Tapie. Je suis désolé, mais le C'est poster que j'ai pris, il est hilarant. Je sais pas si tu l'as vu ce poster, mais t'as donc Laurent Lafitte comme ça, bras croisés, et t'as une voiture derrière, un avion encore derrière. Tu vois que c'est un vieux montage Photoshop. Je t'envoie sur Snap, c'est extraordinaire. Vas-y. Ah si, si, bon, je vois. Il est nul à chier le poster. Oui, oui. Ils ont mis tout ce qui pouvait être riche Je derrière. te jure. Attends, mais avec des bateaux et tout derrière. Mais Oui, il y a les non, mais la fois, le montage à deux Photoshop. doigts de mettre la villa en fond derrière les bateaux. Je te- Euh, alors, donc Tapi qui est sorti ce mois-ci. Donc avec Ryan, on est fan de foot et en plus Ryan est fan de l'Olympique de Marseille, donc forcément cette série m'intéressait. Et en plus Laurent Lafitte, c'est un acteur que j'apprécie vraiment. Après le reste du cast, j'avais regardé un peu, mais je connaissais pas trop, à part Fabrice Lucchini évidemment, Hakim Djemili, bon, qui est connu notamment sur Internet, même s'il commence à faire de l'acting. Mais voilà, c'était surtout pour l'acteur qui allait incarner Bernard Tapie que c'était intéressant. Et Laurent Lafitte l'incarne très très bien. J'ai regardé une interview de lui où il disait qu'il voulait pas être à 100% comme lui, il voulait pas recopier vraiment toutes ses mimiques, sa voix et tout ça, qu'il voulait apporter un peu une originalité. Donc c'est vrai que moi j'ai jamais vraiment vu Bernard Tapie parce que c'est pas ma génération. Mais donc je sais pas s'il est vraiment très ressemblant ou pas. En tout cas physiquement il l'est. Et cette série est vraiment super bien, c'est super bien joué, c'est bien rythmé, ça s'arrête vraiment jamais. On apprend à connaître ce personnage qui est absolument incroyable et ultra clivant, hein, vraiment, c'était soit l'un soit l'autre avec lui. Et puis surtout, c'est un mec qui a vécu 15 vies, quoi. Enfin, tu découvres des trucs, tu te dis, mais attends, il a fait ça en plus, et il a fait ça. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc vraiment Bernard Tapie, grand monsieur. Et Laurent Lafitte l'incarne très bien. Et autre très très grosse qualité, même le point fort, c'est l'actrice Joséphine Japy qui joue la femme pardon, de Bernard Tapie. L'actrice est incroyable. Vraiment, elle joue très très bien, même pas loin de voler la vedette à Laurent Lafitte sur certaines scènes, voire certains épisodes, notamment un épisode auquel je pense. Et donc vraiment super bonne surprise, Joséphine Japy. C'est Après, pas la Joséphine critique que je Tapie. trouve... Oui, non, c'est vrai que ça peut porter à confusion. La critique que je pourrais faire à la série, c'est que on survole énormément de moments. En même temps, 7 épisodes, c'est très court pour retracer la vie de Bernard Tapie. Et vraiment, on passe du Bernard Tapie ambitieux, pauvre, qui essaye de se débrouiller comme il peut, à quasiment 5-10 minutes après, riche avec une villa, tout ça. Donc tu te dis, attends, il y a quand même des étapes. Et ils expliquent juste ça dans un dialogue en disant, oui, j'ai acheté ça, ça et ça, du coup ça a marché. Ça m'a un peu dérangé. Parce que j'aurais aimé voir vraiment toute la vie, bon, pas en intégralité, mais vraiment tous les moments importants, bien détaillés et tout ça de sa vie.
En fait, c'était quasiment chaque épisode qui adaptait une période. Et ça s'arrête au moment de quand il rentre en prison. En fait, la série s'arrête à ce moment-là, alors qu'il s'est passé encore plein de trucs après. Quand il finit au Donc je trouve tapis, ça quoi. bien. Oui, c'est une bonne vanne, ça. Tu vois, t'en es capable. Mais J'avais Laurent Labitte aussi. ouais, beaucoup moins bien. Mais c'est bien que tu l'aies pas dit, tu vois. C'est Ouais, une bonne preuve de discernement. je me suis dit que c'était le moment. Ouais. Mais donc voilà, en vrai c'est très bien, juste voilà, c'est trop bâclé dans l'histoire. Ouais, moi, il faut que je la voie. J'aime beaucoup Laurent Lafitte aussi. Alors, il y a eu ces fameuses polémiques sur le fait que Bernard Tapie, paix à son âme, ne voulait pas Oui, de la série, mais bon, forcément qu'il voulait pas de la série, et qu'il voulait que s'il y en ait une, ce soit son fils qui s'en occupe. Euh, enfin, si c'était pour avoir un truc géré par la famille Tapie, je vois pas l'intérêt. ouais. Donc, non, c'est très bien et bon moi en tant que alors, j'ai évidemment pas connu cette époque voilà puisque je suis né en 2002 mais voilà en tant que supporter de l'Olympique de Marseille je connais les plus grandes frasques de Bernard Tapie mais c'est vrai que cette série il faudrait que je la regarde parce que déjà elle me donne envie cinématographiquement j'en ai entendu que du bien et puis voilà je pense que c'est toujours intéressant aussi, forcément pour un supporter de l'OM, parce qu'en fait, je sais pas si tu sais, mais l'OM c'est le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions. Alors vraiment, je crois que je l'ai déjà Je entendu, sais pas si tu savais, c'était mais en 93. oui, oui, avec la tête de Boli, tout Oui, ça. Vraiment, à jamais les je connais premiers. l'histoire. Oui, D'où en fait oui, l'étoile oui, sur mais le logo de l'OM. je pense que ça a déjà été dit. Ah ouais. Mais c'est bien que tu le rappelles, mais je pense que ça a déjà été dit. Ok. Non, mais j'étais pas sûr que. Ok. J'étais Je pas pense sûr que que t'étais au vraiment les courant. gens sont au courant, quoi. Ok, bon. Excuse-moi si on peut plus donner Non, mais c'est d'infos. pas grave. Non, mais t'apportes ta pierre à Ouais, l'édifice, ouais. c'est bien, mais vraiment, je pense que l'info avait déjà été divulguée. Ok, bon. Alors, moi j'ai mis Acide en septième place. Ah, tu l'as vu? Euh, ouais. Alors, Acide, c'est en pleine canicule, un nuage inquiétant apparaît, et avec lui, une pluie acide mortelle. Une famille Mais tu sais séparée. que j'ai appris que ça existe pour de vrai, ça? Ah ouais. Mais oui, Où ça? j'étais complètement choc-barre de baiser. Où ça? Je sais pas, c'est ma daronne qui me l'a dit. Ok, Parce bah qu'elle a nickel. parlé des films et tout, et elle m'a dit, mais en plus ça existe, bon, moins puissant que dans le film, mais ça existe, les Et on pluies va d'acide. devoir prendre des parapluies en métal. Une famille séparée va devoir se réunir pour échapper à ce fléau qui ravage le monde. Alors, au casting, Guillaume Canet, qui est un grand acteur, hein, malheureusement, ouais, qui fait de petites erreurs de parcours, mais qui arrive voilà, à rappeler que c'est quand même un grand acteur. Il y a un Euh, grand réalisateur aussi, il sait le faire par moment. Exactement. D'ailleurs, j'ai vu Les Petits Mouchoirs cet après-midi. Enfin, revu parce que je l'avais Ah. vu à l'époque, mais. Est-ce que Euh, t'as pleuré à la fin? oui. C'est Oui. fou ce Parce que film. c'est impossible de pas pleurer à Ouais, ce mais film. c'est fou. Juste Philippot qui était à la réalisation. Alors, c'est juste Philippot, hein, c'est pas juste Philippot. Qui avait réalisé La Nuée, je crois qu'il avait été bien reçu un peu. Et en fait, il fait des films un peu. Des films de genre en France. Déjà, c'est assez rare. Donc, ça aussi, ça me donnait envie. Et ce qui m'a plu déjà, c'est que les effets spéciaux, etc., l'ambiance, tout était vraiment, vraiment bien fait. C'est un film parfois un peu gore. C'est un film qui a pas peur non plus scénaristiquement. Donc ça m'a plu. Qu'on aille sur un truc à fond, tu vois. Si on m'avait dit que c'était un film ricain, ça m'aurait pas du tout choqué. Je trouve que vraiment il y a toutes les qualités d'un film de genre. Donc moi j'ai vraiment bien aimé Acide. Euh, j'ai un problème avec Laetitia Doche qui est pas une actrice que j'apprécie. Je l'ai vue dans. J'en parlais, Les Rois de la Piste, j'en ai parlé le mois dernier lors du festival francophone du film d'Angoulême. C'est pas du tout une actrice que j'apprécie, Laetitia Doche. Elle est pas mauvaise, mais j'ai du mal à la prendre au sérieux. Et il y a l'infâme. Alors la meuf s'appelle Patience, je viens de découvrir. Euh, D'accord. Patience Munchenbach. C'est un club de foot, le. Je, donc c'était son C'est le deux. Borussia Mönchengladbach. Je te-
Et c'était son deuxième rôle au cinéma, j'espère son dernier. Ouais. Mais c'est une cata. Donc elle joue la fille donc, de Guillaume Canet et Laetitia Doche. C'est vraiment catastrophique. Et en plus d'être une mauvaise actrice, bon, ça va mieux sur la fin. Honnêtement, je suis un peu dur parce que sur la deuxième partie du film, ça va un peu mieux. Mais le personnage est con. Mais je n'en peux plus. Bon, elle joue l'ado un peu rebelle, un peu chiante. Mais en fait, toutes les péripéties sont liées à elle qui est insupportable. Donc, Ouais, ça fait un peu cliché, ça. ouais, et puis à la fin du film, t'en peux plus, quoi. Donc, Ouais. donc c'est vraiment dommage, parce que je pense que le film aurait pu être vraiment bien s'il n'y avait pas ce gros problème-là avec ce personnage qui est vraiment, vraiment insupportable de A à Z. Il y a quelques passages un peu clichés du film de genre, post-apocalyptique, mais je trouve que c'est vraiment bien fait. Guillaume Canet est vraiment génial. Voilà, et il rappelle que c'est vraiment un bon acteur, et putain, pourquoi il va faire des merdes comme Astérix et Obélix là? Voilà, là c'est un Ouais. vrai bon film et franchement ça m'a plu et ouais, ce qui m'a plu c'est qu'ils ont pas eu peur, ils ont poussé le truc à fond. C'est pas du tout un film, comment dire, ouais il y a des passages très clichés, mais je trouve qu'on tombe pas dans le cliché du film trop classique dans sa narration non plus. Il y a certains aspects trop classiques dans la narration, mais pas que, tu vois. Je trouve que ça, l'équilibre est plutôt correct et finalement on s'y retrouve. Donc ouais, j'ai passé un bon moment devant Acide. Malgré voilà, ces petits problèmes là. Donc moi je vous invite à le voir, je trouve que c'est vraiment un bon film français et surtout faut soutenir les films de genre en France parce qu'on se plaint qu'il n'y en a pas Mm. assez et quand il y en a, ben, je crois qu'Acide il fait pas des très bons chiffres. Là il y a l'un des films français qui me hype le plus, je pense le film français qui me hype le plus de cette année qui sort mercredi. Euh, C'est Romain Duris, non? ouais c'est ça avec ben, Romain Duris Ouais. et bon, Adèle Exarchopoulos, donc forcément déjà ça aide. Putain comment ça s'appelle Je voulais pas dire le nom parce que je m'en souviens pas et j'ai peur de dire de Ah la merde. merde. Mais pareil, un film de genre un peu SF et tout qui a l'air génial. Ça, Ça, je vais aller le voir. Demain? Non, non, je sais pas quand, mais je vais aller le voir. J'ai compris que je vais y aller demain. Non, mais Euh, il parle de aussi. surtout qu'il sort mercredi, quoi. Mais, Oui. mais ouais, putain, j'arrive pas à retrouver le nom du film. Mais ouais, ça, tu vois, et faut aller soutenir ce genre de film particulièrement parce que, ouais, si on, malheureusement, on se plaint qu'il n'y ait pas assez de films de genre en France, mais quand il y en a, on va pas les voir, donc je trouve que c'est dommage. Le règne animal, pardon. Avec Ok. Romain Duris et Adèle Exarchopoulos. Donc ça, ouais, je suis très très curieux. Ok, quelle est ta septième place? On est septième. Septième. Ouais. Septième, alors moi, on n'est pas en 2023, on est en 2012. Et donc le film, c'est Mude sur les rives, pardon, du Mississippi. Le gros argument de pourquoi j'ai regardé ce film, c'est parce que le réalisateur et scénariste, c'est Jeff Nichols, qui est le réalisateur et scénariste aussi, je crois, du film là qui va sortir. The Putain, Biker Riders. Biker Rider. Voilà, exactement. Donc, très hype par ce film. Et je connaissais pas du tout ce réalisateur. Et donc, je me suis dit, bah, Mude, il y a plutôt des bonnes critiques et tout ça. Donc, Alors, je vais Mud, découvrir si un je peu puis me permettre. Mud. Yes, Mud. Qui est en plus Mud, donc c'est le nom du personnage de Matthew McConaughey. McConaughey, je sais pas comment on dit. Donc, Ellis et Neckbone, 14 ans, rencontrent lors d'une de leurs escapades quotidiennes un homme réfugié sur une île au milieu du Mississippi. C'est Mud, un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise porte-bonheur. Mud, c'est aussi un homme qui croit en l'amour, une croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher pour tenter d'oublier les tensions quotidiennes entre ses parents. Ellis, Très il a vite, surtout Mud besoin met de se les raccrocher à un hélicoptère. Très vite, Mud met les deux adolescents à contribution pour réparer un bateau. Le synopsis est un peu hasardeux, mais oui, en gros, c'est le personnage de Ellis, qui est un adolescent qui est joué par Ty Sheridan, qui joue le personnage principal dans Ready Player One. Et donc, il est avec son pote et il se balade un peu. Ouais, Attends, c'est une 14 espèce ans? de rugby. Ouais, Mais il date de quand le film? Ah, 2012, ouais. Ouais.
Ouais, 2012. Parce que Et Sheridan 14 ans. oui, non, non. Ouais, non, c'était à l'époque, comme on dit. Alors voilà. Mais donc oui, c'est deux adolescents et il y a le personnage donc de Ty Sheridan qui est Ellis, qui oui, il y a des problèmes entre ses parents et tout ça. Et là, il trouve ce gars là dans la forêt. Donc au début, ils ont un peu peur et tout, mais après, on sent enfin, le charisme de Matthew McConaughey. Enfin, il y a une scène, je vais pas dire, mais il y a enfin, un plan juste avec un coucher de soleil et tout. Vraiment, faut que tu regardes ce film Bah, moi, il m'a et donné donc envie. Je connaissais tu pas verras à et. ce moment-là. Mais oui, il y a un plan qui est incroyable, déjà qui est hyper beau, et puis même le charisme de Matthew McConaughey, mais c'est une dinguerie. Et vraiment, je voyais ce que voulait dire Jeff Nichols et ce qu'il allait faire dans Biker Riders. Vraiment, il y a des scènes où je me suis dit, putain, mais ça, je le vois tellement dans un film avec des bikers et tout, c'est exactement l'esprit. Donc ouais, vraiment, faut que tu regardes, parce que toi aussi qui es hypé par Biker Riders. Euh, Il y a vraiment des trucs où c'est prometteur. Et donc, Bah je après, pense que. moi, le problème avec Biker Riders, c'est que l'univers des bikers au cinéma, j'ai jamais aimé. Euh, Ouais. Après, là, vu le cast et tout, je pense qu'ils vont pas. Ils vont pas déconner, quoi. y a Je rien rigole. qui, y a rien qui T'as fait une t'a. blague que j'ai pas compris? Bah, Sons of Anarchy, quoi. Ah, non, mais je croyais au cinéma. Je croyais que tu parlais pas Ah oui, ok. des séries. Le flop est monumental. Des deux côtés. Non, mais par contre, ce film-là, il me donne envie. Je connaissais pas, mais du coup, je connaissais pas. Je suis très fan de Matthew McConaughey. Ouais. Euh, Acteur de genre. ouais, du coup, ça me donne envie là, de le voir en taulard comme ça. Et Bah, c'est puis, pas un thriller, enfin, je sais pas, c'est un mec vraiment, on dirait un clochard où la vie a eu raison de lui et il joue un loser magnifique, comme on dit. Donc vraiment, il joue magnifiquement bien, mais bon, je pense pas que ce soit surprenant. Et même le scénario est hyper bien, c'est hyper minimaliste, mais juste ce qu'il faut, quoi. C'est pas un film avec des grandes prétentions, tu te dis pas ils vont aller chercher un Oscar ou tout ça, mais c'est hyper qualitatif. non, mais Donc attends, le Jeff Nichols, là, il est fan de Sons of Anarchy, c'est pas possible. Parce que parce que j'ai pas vu ça filmer. non, mais dans le cast de ce film, dans Mud, il y a Ray McKinnon qui joue Potter dans Sons of Anarchy. Voilà. Alors Potter, je me souviens du prénom, mais je me souviens plus du. C'est le détective qui est le détective principal de Sons of Anarchy, quoi. Ok. C'est qui Il a y a un QI Michael un peu Shannon supérieur. aussi d'ailleurs, Ouais, dans Mud. j'aime beaucoup Michael Shannon aussi. Mais ouais, non, mais Ray McKinnon ne va pas me faire croire qu'il l'a pas vu dans Sons of Anarchy. Le gars joue dans rien d'autre, hein. Il joue dans Mayans, du coup. Mais il joue dans rien d'autre. Donc bon, je pense que le mec est fortement fan de SOA, donc ça me donne encore plus envie. Faudrait que j'aille voir une interview s'il le dit peut-être un moment. Mais c'est vrai que Biker Riders, ça me donne très envie. Mais du coup, je vais aller voir ce film, je pense, avant Biker Riders, qui sort le 1er décembre. Et peut-être que ça va me donner encore Mm. plus envie, parce que j'ai rien vu de Jeff Nichols, je Moi, pense. je découvrais là et ouais, franchement, bonne surprise. Ouais, non, j'avais rien vu. Ok, ben Mud, écoute, et puis Matthew McConaughey, on aime. Ouais. Alors, ma sixième place, c'est la seule série télé, toujours en 2023, deuxième saison d'une série qui m'a fortement déçu après une première saison que j'ai adorée. Hills, une série sur le Ah, monde du catch. Alors, voilà, je n'êtes pas sans savoir que j'ai une chaîne qui parle de catch, et donc Hills est une série que j'attendais énormément. La première saison est pour moi un sans faute. Exactement ce qu'il fallait faire de A à Z, un respect du monde du catch qu'on n'avait pas retrouvé depuis très longtemps. Alors il faut d'ailleurs que je vois Cassandro qui est sorti sur Prime Video avec Gabriel Garcia Bernal et Bad Bunny notamment. Voilà, qui est sorti sur Prime, qui raconte l'histoire, je pense que je vous en parlerai le mois prochain, il faut que je pense à le regarder, qui raconte l'histoire vraie de Cassandro Erotico, donc ça je pense que je vais le regarder. Il y a celui-ci, donc Cassandro, donc il y a eu Il saison 2, Cassandro, et il y a évidemment 22 décembre, j'en parle encore, The Iron Claw. je pense que Euh, tu en parles dans c'est fou, hein. chaque podcast. Putain, mais je suis pas parlé.
Je trouve un lien à chaque fois. D'ailleurs, tu savais que Jeremy Allen White, il avait pris, je crois, 20 kilos de muscles juste pour le film. J'ai vu une photo de lui sur Insta l'autre jour où il est tanké de fou. Ouais. Je me suis dit, ah oui. Donc Hills, pardon, saison 2. J'étais ultra hypé, surtout qu'on a eu 1 an et demi entre la première et la deuxième saison. Et voilà, vraiment une première saison excellente. Malheureusement, cette deuxième saison est mauvaise. Beaucoup moins de budget. Euh, des intrigues pas pertinentes. L'idée était bonne, donc en gros, on va faire un grand show entre la promotion des frères, Stéphane Hamel et Alexander Ludwig, et la promotion concurrente. Et donc ça va amener à plein de problématiques, etc. Le problème, c'est que malheureusement, on tombe dans tous les clichés possibles du catch. Et alors c'est assez drôle, mais tu vois sur IMDb, alors la série est pas, elle est très bien notée hein, sur IMDb, mais il n'y a pas beaucoup de notes sur la deuxième saison. Et je pense que le pire épisode de la série, et donc de cette deuxième saison, c'est l'épisode final, qui finit sur un gros cliffhanger. Malheureusement, Hills n'aura pas de saison 3. Putain, c'est... Voilà. Le dernier épisode est très bien noté sur IMDb. Bon, il n'y a que 350 notes, c'est très peu, mais il est noté 9.5. Et tu vois, je suis allé voir un peu les réactions, et tout le monde parlait d'un chef-d'œuvre, etc. Pour moi, 9,5, mais putain, c'est énorme. ouais, bon après, il n'y a que 350 notes. Oui. Donc, tu vois, ça. Pour moi, le dernier épisode est nul à chier. En fait, le cliffhanger de fin, il intervient après quelque chose que fait Stéphane Hamel, ce n'est pas possible, ça n'existe pas dans le monde du catch. Ce n'est pas possible. Et en fait, le problème du fait que ce soit moi qui regarde la série, c'est que je sois fan de catch. Et en fait, tout Ouais. dans cette deuxième saison, il y a trop de problèmes. Le dernier épisode, c'est une caricature du catch, c'est les mauvais côtés du catch et de ce qu'a amené Vince Russo dans les années 90. C'est-à-dire le catch qu'on n'aime pas ou qui en devient trop caricatural. Et en fait, Hills met en avant ça, mais comme quelque chose de qualitatif. Pas comme quelque chose de négatif. Ils mettent ça en avant comme quelque chose de positif. Et c'est ça le gros problème de Hills quand on est fan de catch. Donc, si vous êtes fan de catch et que vous voulez regarder Hills, regardez uniquement la première saison. Après, je sais pas comment verrait la série des non-fans de catch. Et surtout cette saison 2, je serais curieux de voir ça. Mais, Peut-être je regarderai hein, pour franchement, l'expérience. pour la première saison, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment super. Et puis, il y a Stéphane Hamel que j'aime beaucoup, bon, qui a dit des énormes conneries Ouais. récemment, mais que j'aime beaucoup. Il y a Alexander Ludwig qui, pour moi, se révèle sur la première saison, encore une fois, parce que son personnage dans la deuxième saison, bon. Il y a trop de comédie aussi dans cette deuxième saison, là, c'est pas possible. Mais dans la première saison, il est extraordinaire. Et il y a quand même un épisode à sauver sur cette deuxième saison. Parce que j'ai vraiment pas aimé du tout hein, la deuxième saison. Il y a un épisode à sauver, il me semble que c'est le 6ème, avec Chris Bauer qui est extraordinaire. C'est un épisode avec des flashbacks, etc. L'épisode est génial, est très touchant et Chris Bauer est formidable. Et aussi une mention pour Charlie Gully, interprété par Mike O'Malley, qui était un personnage. Et il habite au Mali. J'ai voulu ne pas rire. Qui est un personnage pas très important dans la première saison, mais qui là prend de l'importance. Et qui est absolument génial, qui est hilarant. Et qui, voilà, quand lui fait de la comédie, c'est bien. Parce que c'est dans son personnage. Il y a un caméo d'une catcheuse aussi. Il y avait beaucoup plus de caméos sur la première saison. Alors, sur la deuxième saison, il y a CM Punk, donc, qui est mon catcheur préféré all time. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il vient de se faire virer de la compagnie de catch AEW. Et j'aurais vu son dernier combat, enfin, ce qui s'apparente à être son dernier combat, je l'aurais vu en live lors du show de catch où j'ai été à All In devant 80 000 personnes. J'aurais vu le dernier combat de mon catcheur préféré. Enfin, s'il arrête le La catch, régalade. je pense. C'est assez ouf. Le mec, parce qu'en gros, il s'est battu en coulisses le jour du show. Il s'est battu avec un autre catcheur Ah et du oui. coup, il s'est fait virer. Sachant que ça faisait déjà 3 fois qu'il se battait avec des mecs en l'espace de 2 ans. Et donc, il était dans la première saison, on le retrouve dans la deuxième saison. Mais il va disparaître d'un coup comme ça. Pas d'explication. Ok. Et d'ailleurs, il y a un autre. Donc, le caméo, c'est sa femme, qui était une ancienne catcheuse professionnelle aussi, et Jelly, qui joue beaucoup mieux que lui.
alors que lui veut devenir acteur. Il jouait dans l'horrible Girl on the Third Floor avec Shioban de Banshee. Oh putain. Et en gros, lui veut devenir acteur, mais il est nul à chier, quoi. C'est pas un bon acteur, CM Punk. Par contre, sa femme, c'était sa première expérience en tant qu'actrice, et elle joue bien mieux que lui. Donc ouais, non, énorme déception. En fait, j'étais quand même attaché à certains personnages, et puis il y a un épisode voilà, qui sauve un peu tout, mais il y a un énorme manque de budget contrairement à la première saison, un énorme manque de prise au sérieux du business et de même des personnages. Il y a trop de comédie. La première saison, la comédie, elle était sur certaines scènes, et c'était bien amené. Là, il y en a trop, quoi. T'arrives plus à prendre le truc au sérieux parce que ça tombe dans un truc hyper caricatural, alors que la première saison avait réussi tu vois, à contourner ce truc. Certes, le catch est caricatural, mais le catch n'est pas caricatural à ce point-là dans la saison 2. Du catch caricatural à ce point-là, on n'a pas vu ça depuis le début des années 2000. Donc c'est pas possible de faire ça. Surtout Mm. quand t'as aussi bien traité ton sujet dans la première saison, quoi. C'est ça qui me rend dingue. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes mecs qui ont écrit la série. Et c'est vrai que je suis pas allé vérifier, mais c'est pas possible d'avoir écrit une aussi bonne première saison et une saison 2 aussi mauvaise, quoi. Enfin Après, bref. peut-être que s'ils ont pas renouvelé, c'est que ça n'avait pas marché. Donc peut-être la première saison, ça n'avait pas déjà marché de ouf. Du coup, ils ont changé. Ça n'a pas marché non plus. Ouais, mais Enfin, je sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, mais enfin bref, je suis vraiment extrêmement déçu. C'est pas. Enfin, pour moi, c'est mauvais. Maintenant, en fait, il y a deux choses. C'est que j'étais tellement attaché à cette première saison, j'attendais tellement la deuxième, que. Le fait que ce soit peut-être que tu juste. en attendais trop aussi. Ouais, mais putain, la première saison, qu'est-ce que c'était bien, quoi. Et puis, ouais, il y a un manque de respect qui est fait au business, et ça me plaît pas, quoi. Voilà, je suis trop attaché à ce business pour que ouais, on fasse passer ce qui se passe dans cette deuxième saison pour des trucs qualitatifs, alors que putain de merde, qu'est-ce que c'est nul. Moi qui me passe mon temps à analyser le monde du catch, enfin s'il se passait vraiment ça dans une fédération de catch, putain mais comment je chierais sur le truc. Et eux nous font passer ça pour un truc génial. Enfin bref. Donc ouais, énorme déception. Et puis ouais, un épisode à retenir. Voilà, donc Hills, pas de saison 3. Je pense que c'est un mal pour un bien. Parce que, oh putain, ce cliffhanger. L'idée du cliffhanger est bien, mais comment ça a été amené, mais qu'est-ce que c'est de la merde, ça n'existe pas. Enfin, bon, en gros, Stéphane Hamel, il se blesse. De toute façon, on s'en fout, il n'y aura pas de saison 3. Stéphane Hamel, il se blesse sur une prise. Il dit je sens plus mes jambes. Sauf que. Ah, ok. En fait, la prise, elle n'implique pas les jambes. Enfin, bref, enfin, bon. Ça n'a aucun sens. Donc ouais, énormément déçu par cette deuxième saison de Hills. Je vous invite quand même à regarder la première saison parce que vraiment c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait et je Mais on sais peut qu'on s'arrêter à la première saison. Genre la fin du dernier épisode, c'est pas un cliffhanger. en vrai tu t'arrêtes à la première saison, c'est une belle fin. Ok. C'est une belle fin. Et ouais non, franchement tu peux large t'arrêter au dernier épisode de la saison. Vraiment donc ouais je vous conseille, tu vois j'avais même pas réfléchi à ça. C'est pas comme la saison 2 la série du coup qui se termine sur un cliffhanger. Mais regardez que la première saison en fait de Hills. Parce que la fin de Hills, elle est top. Et puis d'ailleurs, ce qui se passe par rapport au dernier épisode, il y a de l'incidence, mais très peu sur la saison 2. Donc ouais, énorme déception. Et The Iron Claw va peut-être sauver le catch. Faut que je regarde Cassandro aussi. Mais The Iron Claw, j'espère, va sauver le catch au cinéma en 2023. Bon, au moins on a du catch au cinéma et ça, c'était pas gagné. Il y a encore quelques années. Quelle est ta sixième position? Sixième position, moi c'est un film alors que j'attendais énormément, donc comme toi tu attendais Hills, et ça a été une petite déception et surtout une grosse déception pour toi parce que tu as vu le film avant-hier, je crois, ou même un peu avant. The Creator qui est sorti dans les salles obscures mercredi dernier, film de 2h15, réalisé par Le Roi, et je maintiens Le Roi Gareth Edwards, qui n'est pas scénariste, je crois, sur ce film. Et je crois pas qu'il a été scénariste d'ailleurs sur ses autres films, je crois qu'il est juste réalisateur. Là, il est producteur, musique Hans Zimmer, cinématographie Greg Fraser qui fait The Batman, Mandalorian, etc.
The Creator, donc je vais faire le synopsis. Alors qu'une future guerre entre la race humaine et l'intelligence artificielle fait rage, l'ancien agent des forces spéciales Joshua est recruté pour traquer et tuer le Créateur, l'insaisissable architecte de l'IA avancée. Le Créateur a développé une arme mystérieuse qui a le pouvoir de mettre fin à la guerre et à l'humanité tout entière. Euh, c'est un film que j'attendais énormément parce que je suis un gros fan de SF. Hans Zimmer, bah, le GOAT de la musique au cinéma. Greg Fraser qui a fait des films absolument magnifiques, enfin, avec une cinématographie magnifique. Le réalisateur qui a fait donc Rogue One, Star Wars Story, qui est l'un des meilleurs films de science-fiction que j'ai vu de ma vie. Mais c'est l'un des meilleurs films de science-fiction que j'ai vu de ma vie parce qu'il a une grosse qualité que n'a pas The Creator, justement. Et donc, je vais en parler là d'abord dans les mauvais points du film. C'est que d'abord, le scénario, donc, comme j'ai dit, je ne crois pas que ce soit Gareth Edwards qui s'en occupe. Et vraiment, Alors, si, pas- il est l'un des deux à avoir écrit le truc avec Chris Weitz. ok, bah franchement, Gareth, dommage. Parce que je trouve décevant le scénario. En fait, il y a un potentiel de zinzin. L'idée est trop bien. Mais il s'est trop inspiré en fait. C'est parce qu'on en a déjà parlé avec Ryan quand on a vu le film tous les deux. Euh, et ça, j'en ai pas parlé quand on en a parlé justement. C'est que je trouve que le film, c'est que des inspirations de plein de films. Genre, il y a plein de scènes où je me disais, oh ça, je l'ai déjà vu dans tel film. Oh ça, je l'ai déjà vu dans tel film. Après, est-ce que la Et je trouve qu'il y a, SF, c'est pas un peu condamné à ça, quoi? ouais, oui, un peu, mais je sais pas. Je trouve qu'il y avait pas assez d'originalité. Le Ah oui, mais ça, twist. par contre, je te rejoins complètement. Non, mais ça, le twist, par contre, ça, c'est une dinguerie de faire un twist aussi mauvais. Enfin, c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est juste attendu de ouf. Enfin, il n'y a aucune surprise. Et moi, pendant tout le film, je me disais, le twist, c'est tellement évident que c'est ça, que j'attendais un twist, tu vois, qui allait twister le. Enfin, je sais pas si t'as compris, Un mais twist qui twist, quoi. un twist qui twist. Mais oui, en fait, c'était tellement obvious, je me suis dit, non, ils vont prendre le contre-pied, ils vont faire un autre truc. Mais en plus, il aurait pu avoir un potentiel justement de twist intéressant avec ce personnage de Nirmata, donc on ne sait pas qui c'est pendant tout le film jusqu'à la révélation, qui n'en est pas une. Mais en fait, oui, le scénario est pas bon, mais tout ce qui est à côté est bon, je trouve. La musique, l'ambiance, le scénario de base, on va dire pas ce qui est creusé en fond, mais l'idée, la réalisation, les effets spéciaux, la cinématographie. Il y a des scènes en fait individuellement qui sont hyper bien, je trouve. Enfin, la scène avec les robots là, tu sais, qui courent, où il y a quasiment pas de musique, même pas de musique, je crois, en fond. Et avec toutes les personnes dans ce village qui sont chassées là par des trucs à tête chercheuse et tout, je trouve cette scène, elle est vraiment hyper bien réalisée et tout. Mais voilà, en fait, le rendu final est incomplet et fait que c'est décevant et que c'est juste un bon film pour moi. Parce que il y a, en fait, ce qui manque, c'est le plus important, c'est le scénario. Et aussi, autre petit point négatif, c'est John David Washington. Alors, je trouve que c'est un bon acteur, j'ai rien contre lui, mais il faut qu'il arrête d'avoir des premiers rôles dans des blockbusters de science-fiction, des trucs genre Tenet déjà, j'étais passé dessus, j'ai dit bon, c'est pas grave. Là, The Creator, non. C'est un mec qui doit faire d'autres types de films. Je trouve que c'est pas du tout son registre. Malcolm and Mary, Il m'a il est extraordinaire dans Malcolm and Mary. Ouais, ben voilà, c'est pas du tout le même genre de film ou bah Black Klansman, mais Putain, c'est ouais, je sais pas, il y a aucun moment il m'a fait ressentir des émotions. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Je trouve que la petite fille joue très bien par contre, mais mec, c'est son premier rôle au cinéma, la petite. mais elle joue super bien, vraiment, C'est c'est un délire. incroyable. Mais Mad donc bah, Madeleine Unai Voight. c'est la façon dont tu le dis. Ouais, c'était son Mais premier rôle au ciné, mais c'est dingue. voilà, c'est mes petits points négatifs, mes petits points positifs. Donc, je trouve le film bien, mais gâché. Voilà, tout simplement. Ça aurait pu être un film top 2023, mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Moi, j'ai adoré The Creator. Non, j'ai vraiment. Enfin,
En fait, le problème, Je te c'est fais que... pas un peu remonter la note là? Non. Ok, Non, super. j'ai beaucoup, beaucoup de mal. En fait, je suis pas fan d'SF à la base. Les gros blockbusters, etc., comme ça, bon, enfin, j'ai rien contre les blockbusters, mon branle, mais mon branle qui a du budget ou pas dans un film, c'est pas ce que je voulais dire, mais les films qui, tu vois, ont cette narration très blockbuster, je trouve. J'ai beaucoup de mal parce que, comme tu l'as dit, j'ai l'impression d'avoir vu ça 1000 fois. Et là, généralement, tu vois, un film comme ça, j'y serais pas allé tout court parce que je sais que c'est pas pour moi. Et là, j'y croyais parce que justement, le synopsis, je le trouvais génial. Et ben non, en fait, c'est encore un énième blockbuster qui raconte pas grand chose et je suis vraiment déçu. Parce que, ouais, pour une fois que j'étais hypé par ce genre de film, pour moi, c'en est un parmi tant d'autres. Euh, pour moi, ouais, le seul truc à sauver, c'est effectivement la performance de la petite et sa relation avec John David Washington, ça m'a plu. Mais comme tu l'as dit, le twist, mais la première seconde, j'ai compris. Euh, je trouve que la narration est cliché au possible. La fin, toujours la même chose. Moi, tu vois, alors je trouve pas le film moche, mais comme je t'ai dit, ouais, je trouve que le film, esthétiquement, j'ai pas pris de claque. Je le trouve pas moche, je le trouve sympa, mais j'ai pas pris de claque. Au niveau de la musique, j'ai beaucoup aimé par contre, notamment la scène d'atterrissage là sur cette planète. Euh, mais ouais, non, enfin, c'est le genre de film que j'ai vu 1000 fois et qui me gave. C'est long pour rien, je trouve que ça raconte pas grand chose. Et c'est frustrant parce que, comme tu l'as dit, ça aurait pu raconter tellement plus de choses et rentrer dans un truc tellement plus intéressant que ah non, il faut vite la sauver avant que. Il faut que j'aille la débrancher, sinon la planète va s'éteindre. Oh là là, c'est bon. Enfin, moi, ça me gave, c'est tout. C'est pas le genre de film que j'aime. Et là, justement, j'attendais un truc différent et finalement, ça a été typiquement le genre de film qui me gave. Donc, c'est pour ça aussi, tu vois. J'ai pas envie de faire trop le mec aigri parce que juste j'aurais dû pas y aller, mais j'y croyais. Et bon, ben, encore une fois, non. Et puis en plus, ouais, je suis très fan de John David Washington. Moi, il m'a pas autant dérangé que toi. Je vois ce que tu veux dire. Mais il m'a pas autant dérangé que toi. Et puis, quelque part, si ça avait pas été lui, honnêtement, je me serais peut-être barré avant la fin du film. Alors que d'habitude, je fais vraiment pas ça. Mais là, j'ai vraiment pas aimé. Alors que, voilà, oui, le genre de film qui ne me correspond pas, plus que c'est de la merde. Mais voilà, c'est le genre de film qui ne me correspond pas. Voilà, t'as un truc à rajouter sur le créateur? Non, mais Rogue One, par contre, même si t'es pas fan de SF et que bon, Star Wars, voilà, tu vas pas tout rattraper, mais juste tu regardes Rogue One et Andor, Mais juste ça, c'est masterclass. de ce réal, il faut que je vois. De Gareth Edwards, il faut que je vois tac, Monsters, qui est un petit film, l'un de ses premiers films, sur une invasion de zombies. Et apparemment, c'est très bien. Donc Ouais, il faut j'ai que je, vu, j'ai hésité à le mettre dans ma liste aussi. Pourquoi pas? faut que je vois ça. Ok, The Creator. Ma cinquième place, tac, on est toujours en 2023, un film français, Tony en famille. Alors, Tony en famille, il était présenté au Festival francophone du film d'Angoulême, mais il sortait une semaine après. Donc, je l'ai vu au cinéma une semaine après. Tony élève seule ses 5 enfants. Un travail à temps plein. Elle chante aussi dans les bars et a eu un succès il y a 20 ans. C'était une star de la Starac. Aujourd'hui, alors que ses 2 aînés s'apprêtent à entrer à l'université, je suis sur IMDB, la phrase s'arrête là. Aujourd'hui, alors que ses 2 aînés s'apprêtent à entrer à l'université. Et donc en gros, bon, Débrouille-toi avec elle ça. va, elle va se poser des questions sur son avenir, elle va peut-être, en gros, elle est mère au foyer, et donc elle va se dire, putain, mais toute ma vie, je n'ai fait qu'élever mes enfants, j'étais une star, je suis devenu une star, j'avais 18 ans, j'étais toute jeune, et en fait c'est sa mère qui l'a poussée là-dedans, elle a jamais vraiment kiffé le chant, elle se sentait pas de faire ça, et donc elle va peut-être penser à se réorienter, à reprendre ses études, etc. Sauf que voilà, elle est mère de 5 enfants. Et cette Tony, elle est interprétée par Camille Cotin.
Voilà, qui est une actrice que j'aime bien et qui est vraiment géniale dans le film. Le film est réalisé par Nathan Ambrosioni, que je connaissais pas comme réalisateur. Euh, et c'est un film qui est très touchant, un peu drôle par moment. Et je veux surtout parler d'Oscar Polo, qui joue Timothée, l'un des enfants, le plus jeune, non, ouais, ou l'un des deux plus jeunes, qui est né en 2008 et qui est un incroyable acteur. Voilà, bon, qui a forcément une petite filmographie pour l'instant, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cet acteur. Donc ouais, je pense que c'est ce que j'ai préféré dans le film, son personnage aussi, parce que je pense que c'est le plus travaillé des cinq enfants. Les cinq enfants sont travaillés, mais lui c'est le plus travaillé des cinq, et il y a des péripéties autour de lui qui sont très intéressantes. Il a une vraie gueule aussi, il est très charismatique, donc le petit, je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Mais du Euh, coup, Polo, s'il a des frères, c'est Los Pollos Hermanos. ouais, j'aime bien. J'aime bien. Je rigole pas, Merci. j'aime bien. Merci. Non, mais merci. Ouais. Ouais, Léa Lopez est superbe aussi. Non, ils sont tous géniaux. Et le film est assez touchant. Et bon, il n'y a pas grand chose à dire. Un peu drôle parfois aussi. Il est bien écrit. J'ai pas grand chose à dire, c'est bien quoi. Voilà, Ok. j'ai rien à rajouter. Mais Oscar Polo, bah, j'ai bien aimé. Voilà, c'est ce que je retiens du film. À C'est. suivre. Ouais, à suivre. Le poteau. Bon, allez, à toi. D'accord. Donc, attends, c'est combienième place là? Cinquième. Cinquième. Ah oui. Moi, c'est une série qui est sortie la semaine dernière. Et c'est la dernière saison. Sex Education. Alors, c'est une série que je pense tout le monde connaît. La première saison a eu un buzz absolument incroyable. Et Une c'était mérité baise parce que incroyable. c'était. Oui, par rapport Par au rapport au, Sex Education. au sexe. Et d'ailleurs, la première saison était très bien et c'était mérité, la réussite. La deuxième saison, je me souviens que j'avais plutôt bien aimé, mais déjà un peu moins. La troisième, je m'étais dit, bon, là, Faut ça arrêter, y est, Harry. voilà. Et là, en fait, j'ai regardé parce que je savais que c'était la dernière saison. Et malgré tout, je m'étais quand même attaché au personnage. Et je me suis dit, allez, je voulais quand même dire au revoir à cet univers-là. Donc j'ai regardé. Le début, on retombe dans les trucs de la dernière saison. Alors, je suis pas du tout anti-woke ou machin truc, mais là, c'est vrai que c'est tellement. Enfin, c'est limite de la SF en fait, Sex Education. C'est le Parce but que, de la série, quoi. ouais, ouais, Là, c'est voilà, c'est. clairement. Et là, la dernière saison, donc c'est juste Otis qui arrive dans une nouvelle école. Et en fait, c'est une école woke, déjà. Il n'y a pas de prof quasiment. C'est genre, c'est les élèves qui font les cours. Après, ça existe vraiment, Il y a- pour le coup. Ouais, mais c'est une dinguerie, je trouve. Dirty Mais Tommy, Dirty Tommy, il paraît qu'il a fait un AVC devant Sex Education. et, euh, et donc j'en étais où? L'école woke. Ah oui, voilà. Cette phrase. Et donc oui, Il me oui, saoule ce terme woke en plus. oui, c'est vrai que c'est relou. Mais oui, il y a des persos, ils sont tellement caricaturaux, mais c'est le but, mais en même temps c'est énervant. Enfin, tu te dis, mais je sais pas, faites un truc réaliste. Là, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune école dans le monde qui ressemble à ça. Et donc au début, c'est chiant. Tu te dis, bon, allez, c'est quoi ces nouveaux persos et tout. Et comme ils arrivent très bien à le faire, Sex Education, ils arrivent à te replonger avec les personnages d'origine, donc de la première saison, avec des relations hyper bien travaillées. Il n'y a pas de jeu d'acteurs extraordinaire, mais ils sont tous bons, ils sont tous convaincants. Il y a des personnages qui m'ont vraiment convaincu, et même plus que dans toutes les autres saisons, notamment le personnage de Adam, C'est le mieux écrit, qui est lui. le Moi, j'ai vu que les trois premières saisons, mais Adam, c'est vraiment super bien écrit. Ouais, mais là, c'est le GOAT de la dernière saison, je trouve. Il y a plein d'autres persos qui sont hyper bien écrits. Mais le problème, c'est que donc, le dernier épisode, c'est pas vraiment des au revoir. Enfin, moi, je voulais vraiment qu'il y ait un truc de on termine tout et voilà, c'est beau, c'est voilà. Là, c'est fini, les intrigues sont terminées, mais c'est pas hyper bien fait, c'est pas hyper touchant. Alors, j'étais quand même ému, mais j'ai pas pleuré ni rien. Il y avait quand même de l'émotion, mais
mais je sais pas, ça m'a pas assez. Moi, je voulais regarder cette dernière saison en me disant, bon, allez, à la fin, c'est incroyable et ça termine hyper bien le truc, et voilà. Là, il y a des trucs un peu bâclés, rushés, des relations, et vite, vite, on passe à autre chose. Le dernier épisode fait pas dernier épisode de série, il fait à la limite dernier épisode de saison, pourquoi pas, mais dernier épisode de série. Je sais pas, il n'y a pas de cliffhanger non plus, évidemment, vu que c'est la dernière, mais voilà, c'est bien. Ils m'ont réussi à me vraiment m'agripper au personnage encore une fois, donc bravo à eux. Mais une petite déception sur la fin, même si la fin est satisfaisante, mais elle aurait pu être beaucoup mieux. Voilà. Moi, je pense pas la regarder, surtout après ce que tu dis la dernière saison. J'ai beaucoup aimé les 2 premières saisons. Après la saison 3, je la trouve vraiment mauvaise. Et puis on tire sur la corde, Netflix. Ouais, et Ouais. encore, je suis surpris qu'ils en aient pas fait 12 des saisons de Sex Education. Oui, oui, moi aussi, quand ils avaient dit que la quatrième c'était la dernière, je me suis dit, ah, ok. Donc ouais, moi non, je la regarderai pas. Même si la série m'aura fait découvrir Emma Mackey quand même. Et pas mal de, tu vois, me rappelle jamais du nom et puis j'ai peur de l'écorcher, mais de Eric, l'acteur qui joue Eric. Euh, Shooting Gatwa. ouais, qui va jouer Doctor Who et je trouve que c'est un très bon acteur. Euh, donc ouais, je trouve qu'il y a pas mal d'acteurs, même celle qui joue là, la blonde là, au milieu de l'affiche, enfin je me rappelle plus, mais je trouve qu'il y a vraiment des acteurs qui ont émergé grâce à la série. Mais moi, il y a ce problème de la saison 3. Puis voilà, même si Hmm. c'est une série très binge-watchable, je crois la saison 3 je l'ai regardée avec un pote en 3 jours, genre en un week-end. Ouais, non, mais Euh, c'est hyper. ouais, c'est fait pour quoi. Mais en fait, moi, il y a un vrai truc avec Sex Education, mais c'est que une fois que j'ai vu Euphoria, je ne peux plus regarder Sex Education en fait. Oui, oui, je vois. Je. Mais c'est tellement. Ça n'a rien à voir en même temps. Ouais, mais en fait, Euphoria, c'est Sex Education en bien, en plus dark, ouais, en Mais c'est un plus. réaliste en fait. Ouais, en plus réaliste. Bon, après, Euphoria, c'est pas. C'est quand même très Bresson, quand même, tu vois, sur certains Ouais, trucs. c'est vrai qu'il y a des trucs de dinguerie, mais. Mais, tu vois, ouais. Et puis, enfin, Après, Euphoria, c'est Sex Education en bien, quoi. Enfin, Euphoria, pour parler français, c'est la meilleure série qui parle d'adolescence all time. bien sûr. Donc, Mais ouais, moi, forcément, j'ai ce c'est truc-là, c'est de que côté. depuis que j'ai Euphoria en tête, c'est Sex Education. En fait, j'ai vu les premiers épisodes d'Euphoria, j'ai tout de suite oublié Sex Education. Et Même, ouais, enfin, Sex Education, c'est plus justement dans le parler de sexe tout le temps, d'éducation, justement, de faire découvrir plein de trucs. Et à côté, tu développes les personnages. ouais, Alors que Euphoria, il y a la notion sexuelle, parce que c'est des adolescents, lycée, tout ça. Mais c'est pas un sujet très important, tu vois. Je sais pas comment dire. ouais. C'est un sujet qui aide à Oui, développer les personnages, mais c'est pas ce qui, ce qui oui, alors que Sex les, ce qui les dirige. Education, il y a quasi que ça, quoi. Oui, Otis, enfin, son personnage qui est le personnage principal, donc il est sexologue. Enfin, c'est genre, Ouais. c'est le truc, forcément. Donc ouais, malheureusement je regarderai pas. Et puis j'ai trop de séries quoi. Tu vois, il y a ce problème là aussi. Mm. J'ai trop de séries. Bah, Puis moi, j'ai ouais. regardé parce que c'était binge-watchable, justement, et Hmm. puis parce que c'était la dernière. Je me suis dit, bon, allez, je me fais Alors ça en alors 4 qu'en ce jours, et puis moment je c'est bon. regarde Succession, qui est la série la moins binge-watchable du monde. Je crois le record que j'ai fait, c'est 2 épisodes le même jour, mais pas d'affilée quoi. Succession, c'est Ouais. impossible à binge-watcher. C'est super, hein, mais c'est impossible à binge-watcher. Donc ouais, mais non, Sex Education, non. Je ne regarderai pas la dernière saison. Ma 5e place est le seul film qui n'est pas de 2023 de mon classement, puisque Théo m'a pris le dernier film de 2023. Mais film de 2012, Promised Land. Alors, Promised Land, réalisé par Gus Van Sant, réalisateur de Will Hunting, et on y retrouve en acteur principal Monsieur Matt Damon. Donc un duo, forcément, qui se connaissent Oui. bien. En plus de ça, tu rajoutes Frances McDormand, John Krasinski, Ah oui, Hal Holbrook, légendaire Hal Holbrook qui jouait le papa putain. de Gemma Taylor dans Sons of Anarchy, donc forcément voilà, je suis content. Titus Welliver qui joue aussi dans SOA, bon lui qui a joué dans toutes les séries des années 2000, hein. Lost, Sons of Anarchy, Prison Break. Euh, donc voilà, Titus Welliver qui a un petit rôle, qui est un acteur que je trouve sous-côté d'ailleurs. Donc voilà, tu vois, je vois John Krasinski, réalisé par Gus Van Sant. Les scénaristes sont d'ailleurs Matt Damon et John Krasinski. Ok.
Et donc, ça raconte tout simplement un vendeur d'une société de gaz naturel qui vit des événements qui changent sa vie après son arrivée dans une petite ville où sa société souhaite explorer les ressources disponibles. Donc c'est un film qui traite donc des problèmes écologiques déjà en 2012. Donc, je trouve que c'est assez fort, Matt Damon et John Krasinski. J'arrive pas, hein, John Krasinski. Je suis très fan de Krasinski. Ouais. Ouais. Je commence à de plus en plus aimer Matt Damon. Frances McDormand, je la trouve extraordinaire. Et encore une fois, dans ce film, elle est super. Et donc, en fait, McDormand et Matt Damon jouent deux personnes qui gèrent une entreprise et qui doivent aller acheter du pétrole. Enfin, en gros, enfin, un truc dans le genre. Mm. Qui doivent placer un oléoduc. On reparlera d'oléoduc avec un autre film tout à l'heure. Oui, Euh, ça c'est vrai. je vais placer oléoduc 2 fois. C'est quand même fou. Et donc en fait, ils veulent mettre des oléoducs dans une petite ville, sauf que bah, les habitants vont être contre, jusqu'à l'arrivée de John Krasinski, qui lui est un anti la société de Matt Damon et Frances McDormand. Et Mm. donc il va y avoir une petite guerre au sein de la ville. Le film est super. On est sur un film voilà dans l'Amérique profonde, etc. Je dis ça souvent, mais voilà, c'est ce qui me plaît le plus. Euh, J'adore le personnage de Krasinski. Euh, le duo de Frances McDormand et Matt Damon fonctionne très bien. Tout est bien dans le film, tout est super. J'ai pas grand chose à dire. Le film est parfois aussi un peu drôle. Mhm. Et il y a un twist très cool. Je m'y attendais pas du tout. Donc non, c'est très bien. Voilà, Promised Land, c'est pas connu du tout, je trouve, comme film en plus. Ouais, Euh, je sais pas du tout. Ouais, et puis ça a pas été non plus extrêmement bien reçu par la critique. Bon, c'est pas mal reçu non plus, mais tu vois, ça a été reçu mid, quoi. Ouais. Et puis en vrai, je comprends, mais je trouve que c'est vraiment un bon film. Voilà, Promised Land, j'ai encore une fois pas grand chose à dire parce que bah, c'est super. Et voilà, en plus, c'est un film important sur l'écologie en 2012, et c'est dommage qu'il ait pas fait plus de bruit. Mais voilà, c'est très bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Et puis, bah, Gus Van Sant et Matt Damon, ça marche bien. Et puis Matt Damon en scénariste, ça marche bien aussi. Donc voilà, non, c'était super. Quelle est Ouais. ta Ok. quatrième place? Euh, Quattro. Alors, The Whale, sorti en 2022, évidemment connu pour Brendan Fraser qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle. Euh, et c'est mérité hein, d'ailleurs parce que donc après avoir vu le film, j'étais pas choc-barre de baiser mais quasiment. Dans une ville de l'Idaho, Charlie, professeur d'anglais souvent reclus en obésité morbide, se cache dans son appartement et mange en espérant en mourir. Il cherche désespérément à renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption. C'est un film très dérangeant de par l'apparence de Brendan Fraser, donc qui est évidemment maquillé, etc., mais qui joue un personnage obèse. Enfin, je sais pas, j'ai pas le poids. À mon avis, ça doit être pas mal. Et donc c'est très dérangeant de par ça, et puis même par sa façon d'être, sa façon dont les gens vont se comporter envers lui pendant le film, notamment bah, le personnage de sa fille qui est joué par Sadie Sink, qui est super dans le film, qui est vraiment très 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 forte. Et puis, C'est vrai. je te coupe 5 secondes, mais Ouais, comment c'est filmé aussi, avec un ouais, montage parfois, notamment quand il va bouffer, là, quand il va ouais. se goinfrer, là, les scènes sont. Enfin, c'est trop bizarre. Et puis, le fait d'avoir mis le film en 4 tiers, je trouve que ça apporte un truc, tu sais, tu te sens encore plus enfermé, encore plus. Enfin, Ouais, ça fait vraiment huis clos, mais premier ouais. degré, quoi. Et puis ouais, il y a des scènes, enfin c'est pas horrifique, mais Ouais, ouais, il y a ouais. une espèce de truc qui surplombe assez glauque, tu comprends pas trop vers quoi le film va aller. Parce que moi, il y a un moment du film, je me dis, mais attends, mais ça va terminer comment cette histoire? Enfin, je comprends pas trop le. Il y a des personnages, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais c'est hyper bien fait, c'est pas du tout un point négatif. Et donc Darren Aronofsky qui réalise évidemment. Oscar du meilleur acteur, Oscar du meilleur maquillage, forcément. Après, il y a eu plusieurs autres trucs, mais c'était pas aux Pour moi, Oscars. l'Oscar du meilleur maquillage devait aller à Elvis. Mais... Imo. Bah, en fait, c'est juste uniquement pour l'apparence du personnage Brendan Fraser, Ouais. quoi. Donc, Après, le alors maquillage qu'Elvis, sur The c'est Whale vraiment. est extraordinaire aussi. Oui, oui, c'est sûr. Mais donc voilà, oui, pareil, j'ai pas grand-chose à dire de plus parce que bon, c'est un huis clos, c'est énormément de dialogue, etc. J'ai pas énormément de trucs, mais c'est très bien, vraiment, je recommande.
C'est dur, vraiment, c'est un film très très dur. Je pense qu'il faut pas être dépressif quand tu regardes ça, sinon tu plonges encore plus. Mais voilà, c'est très bien. Comme il est écrit là sur une image bouleversant, je pense que c'est un mot qui convient. Un film coup de poing, même, je Voilà. dirais. Oui, Euh, voilà. mais Hong Totalement. Cho aussi, elle est géniale, le personnage de Liz. Je trouve qu'elle fait un énorme Oui, travail. Samantha Morton est super. J'ai un peu de mal avec le personnage du prêtre, enfin du petit jeune là. Je comprends. Alice Simpkins. Ouais. Je comprends pas trop. Bon, après, c'est pour montrer voilà, le visage de Sadie Sink aussi. Mais bon, Mm. pas vraiment d'intérêt. Mais par contre, Brendan Fraser, c'est n'importe quoi, quoi. Le niveau d'acting, mais c'est. Ouais. Le mec a Surtout après 20 ans vécu. sans Non, mais faire un seul film et tout. Monsieur Darren Aronofsky, encore une fois, hein, après Mickey Rourke et The Wrestler. Brendan Fraser et The Ouais. Whale. Voilà, non, mais c'est extraordinaire. J'adore ce film. Moi, alors, je l'ai mis dans mon classement 2023. Et je spoile pas, mais il est dans mon top 10. Et puis, parce que je spoile pas, parce que je pense qu'on fera un truc en fin d'année, on verra. Ouais. Mais voilà. Ok, ma troisième place, il me semble. Ouais. Ça. Film français, sorti cette année, encore une fois. Un métier sérieux. Un métier sérieux. Un film que j'attendais beaucoup. Alors, qui traite du métier de prof. Et bon, je raconte ma vie, mais c'est le métier que j'envisage de faire. Je suis en troisième année de licence actuellement. Donc, un film qui me parlait. Et en plus de ça, qui traite d'un jeune professeur qui est placé pour la première fois dans un collège, interprété par Vincent Lacoste, qui est extraordinaire dans le film. Il va être Ah oui, c'est entouré, avec François Cluzet et tout. ouais, c'est ça, il va être entouré par tout un casting extraordinaire, donc de professeurs, François Cluzet, pardon, prof de français, Louise Bourgoin, prof de SVT, marraine Adèle Exarchopoulos, prof de maths. On a William Lake Bill, prof d'anglais. Non mais ça c'est quand même extraordinaire. William Lake Bill, c'est Slimane de Soda. Oui, Euh, et alors, pour préciser, j'envisage d'être prof d'anglais. Et je me suis jamais autant reconnu si je dois être un prof d'anglais. C'est-à-dire que à un moment, il y a une scène où tu le vois faire une vanne en cours et genre ça cut et t'as un plan où il est en train de jouer à FIFA. Enfin, vraiment moi quoi. Ouais, William Lake Bill, ouais, qui est extraordinaire. Quel acteur ce gars, putain. Et enfin, Slimane dans Soda, c'était quelque chose. Mais moi, ça me rappelle, c'est comme ce que faisait Ramsey dans H. Hmm. Jouer le débile à la perfection comme ça. C'est juste que. Ou Joko dans La Flamme. Jouer le débile à la perfection comme ça, c'est. Enfin, il y en a très peu qui peuvent le faire. Et William Lake Bill prouve là que il sait tout jouer et que c'est un acteur formidable. Une mention aussi pour. Alors, tout le monde est extraordinaire. Hein. Cluzet est génial. Louise Bourgoin est fabuleuse. Il y a une scène avec Louise Bourgoin qui est incroyable. Adèle Exarchopoulos, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Vincent Lacoste est incroyable aussi. Ce que je trouve. Waouh. Ce que je trouve très fort avec le film, c'est qu'il y a énormément de personnages. Il y en a encore d'autres. Il y a les profs de sport. Il y a une prof asiatique qui est prof de je ne sais plus quoi. Mais chaque personnage ont des petites histoires à eux et on va suivre, tu vois, des petites histoires par-ci par-là. Le seul truc que je Ok. pourrais reprocher, il y a deux trucs que je pourrais reprocher au film, c'est qu'il est très D'accord. romancé et Tu qu'il se... spoiles pas, que je vais aller voir, je pense. Ok. Et qu'il se passe beaucoup de choses, voire même beaucoup trop de choses. C'est-à-dire que bon, on est dans un collège, je veux bien qu'il se passe des trucs, mais puis c'est des trucs gros Hmm. qui se passent. Ouais. Après, c'est un film, donc voilà, faut bien Oui, qu'il se voilà. passe des choses. Euh, Et le seul gros défaut pour moi, c'est que le film n'est pas assez long. Je vous Ok. jure que s'il aurait duré 2 h 30, ça n'aurait pas été un problème. Et Il en... je vais avoir la même remarque pour un autre film là, après dans ma liste. Ok. Il dure 1 h 40 et je pense qu'il avait largement la matière pour faire 2 h 30. Il y a tellement de personnages et tellement de personnages intéressants que, en fait, on est frustré à la fin du film parce qu'il y a plein de personnages qui ont eu peu de temps et on aurait aimé savoir ce qui se passe pour eux, notamment pour deux personnages à la fin. Euh, et c'est frustrant limite. Et Ouais. putain, je pense que ce film aurait pu être vraiment un très grand film.
pour moi, ça reste un très bon film, mais à rien d'être un très grand film. Et voilà, je trouve qu'il y a trop de films français qui durent qu'une heure et demie. Et souvent, les films Oui. français, c'est une heure et demie, quoi. Putain, Bah ouais. mais des fois, allez-y, quoi. Enfin, et ouais, c'est frustrant parce que ça aurait. Il y avait vraiment la consistance pour aller chercher un film bien plus long. C'est réalisé par Thomas Lilti, voilà, qui a réalisé deux trois trucs, mais rien de bien notable. Et voilà, enfin bon. À chaque fois que je vois un film avec Adèle Exarchopoulos, je deviens encore plus amoureux d'Adèle Exarchopoulos. Je pense que c'est ça qui m'inquiète le plus. Ouais. Mais c'est trop, quoi. Je suis fou de cette femme. Mais non, un très bon film. Et puis pareil, on montre les côtés positifs du métier de prof, tout comme les côtés négatifs. C'est pas un film à charge ou un film. Enfin voilà, c'est super. C'est très bien. Ok. Et Ça, il passe à Royan. ouais, je l'ai vu à Royan. Ok. Et puis ouais, moi en plus, tu vois, bah, c'est un film qui m'a fait me sentir bien dans mon choix de métier aussi, donc c'est cool pour moi. Donc non, franchement, une superbe expérience pour moi. Et super, et puis le casting, ça vaut vraiment le coup. Quelle Ok, ok. est ta troisième position sur le podium, quoi? Ouais, exactement. Alors, moi, c'est un film français qui dure 2 heures et demie, donc comme quoi les Français arrivent quand même de temps en temps à faire des films longs. Et pour preuve, ce film est très 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 qualitatif. Je ne comptais pas aller le voir de base, mais quand j'ai vu toutes les bonnes critiques, que c'était un film qui était en balance pour être amené par la France aux Oscars, je me suis dit, allez, je vais faire un petit saut au cinéma, ça coûte rien, et puis voilà. Et j'ai bien fait parce que, en plus, c'est un film qui porte sur un meurtre et sur un procès. Et moi, les films à procès, c'est l'un des genres de films que je préfère. Et là, c'est hyper bien fait. Donc, Sandra, Samuel et T'as leur toujours pas fils dit le titre. malvoyant de... Ah oui, putain, J'attendais c'est que tu vrai. dises le titre pour mettre le. Anatomie d'une chute, pardon. Je me perdais, tu vois, j'ai tellement kiffé le film que j'oubliais. Mais donc oui, Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, qui jouent excellemment bien. Daniel vivent depuis 1 an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel, donc le père, est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. C'est un film qui est réalisé par Justine Triet, donc c'est le premier film que je voyais réalisé par cette réalisatrice. Je ne sais pas si elle a fait d'autres films, Oui, notamment mais Sibyl avec Adèle Exarchopoulos. d'accord. Avec Trouche. Mais oui, en tout cas, c'est vraiment un film de ouf, donc je vais peut-être commencer à regarder sa filmographie. Elle a fait. T'as pas vu son Euh, vidéoclub sur Combi? Non, mais faudrait que je le regarde. Mais en fait, j'avais commencé à le regarder, mais c'était avant d'avoir vu Anatomie d'une chute. Du coup, je me suis dit, bah, je vais quand même voir le film avant. Et j'ai oublié de remater la vidéo. Donc, il faut que je le fasse. Mais voilà où j'en étais. Bah, le film est hyper bien, c'est hyper bien joué. Il y a une scène d'engueulade entre Sandra et donc Samuel. Et donc, les acteurs, c'est entre Sandra. Donc, elle s'appelle Sandra dans la vraie vie en plus. Et l'acteur, c'est Samuel Teiss, je crois. Attends, mais les deux acteurs s'appellent comme le nom Oui, dans c'est vrai. le... Et le Mais Antoine, oui, Antoine Reynard qui joue avocat général. Lui, pour le coup, ne s'appelle pas avocat général. Non. Voilà. et d'ailleurs, ben, c'est marrant que tu en parles. Antoine Reynard est extraordinaire Ouais, dans il le est film. génial. Mais c'est franchement, c'est pour moi, c'est la révélation du film. Et il est dans Tapis d'ailleurs. Et il joue un avocat dans Tapis. Donc c'est marrant. Mais dans Tapis, il a un rôle moindre. Mais là, il est même dans sa diction, les gestes du visage, tout ça, c'est vraiment, il est ouf. Tous les acteurs sont bons, hein. Sandra Hüller, donc, qui est l'actrice principale, elle est touchante et il y a un moment dans le film, même parce qu'au début du film, tu te dis, bah, de toute façon, c'est pas elle qui a tué son mari, voilà. Et plus le film avance, plus tu as des doutes, plus les preuves avancées te mettent la puce à l'oreille. Et en fait, à la fin du film, hmm, même après le verdict, tu as encore des doutes. Tu sais pas si elle est coupable ou pas. Et je trouve que ça, c'est vraiment une grande réussite du film d'avoir mis le doute, parce que normalement, tu as le doute au début et après, avec les preuves, tu l'as plus. Là, c'est au début, tu l'as pas du tout.
Et au fil du film, tu l'as de plus en plus pour qu'à la fin, tu aies un doute de ouf. Donc voilà, tous les acteurs sont bons, touchants, et le scénario est incroyable, c'est très bien réalisé. Donc voilà, je ne peux que conseiller. Moi, j'ai beaucoup aimé Messi aussi, l'acteur. Il y a Messi, Euh, c'est le chien. Le chien s'appelle Messi. mais, mais tu sais de quoi il me parle? Le chien Oui, oui, est. c'est vrai. Mais le chien est hyper important. Et mais attends, je trouve pas le nom de l'acteur qui joue l'avocat de Sandra Hüller. Enfin, Sandra Voiter dans le film. Swan Arlo. Ah oui, pardon. Swan Arlo, bah, il est incroyable. Ah, aussi, Oui, non, mais c'est vrai. tout le casting, là, c'est n'importe quoi. Ouais, Et ouais. le petit, là, Milo Machado Graner, euh, Non, mais incroyable, hein. non, mais extraordinaire. Non, franchement, c'était super. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé Je sais pas s'il est sourd dans la vraie vie, mais il joue très très bien. Aveugle. Aveugle? Non, il est sourd. Attends, non, il est Non, aveugle. Mais oui, je suis con. il a fait un autre film. Non, mais je l'ai mélangé, j'ai mélangé. Non, vas-y, je suis con. Mais il est tard. Euh, Jenny Beth, aussi, que j'ai beaucoup aimé, qui joue Marge, qui a un vrai flow. Mais, Ah, mais ouais, j'ai vraiment j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, c'est une honte que ce soit pas ça qui nous représente pour les Oscars, quoi. oui, ils ont choisi quoi déjà? Je sais plus, c'est pas sorti encore ce qu'ils ont choisi. Ok. Ça va sortir bientôt. Un film d'époque, je crois. Mais non, mais c'est un scandale. Bon, il y a des rumeurs qui diraient que ce serait un choix politique contre Ouais. Anatomie d'une chute parce Oui, que la réalisatrice a critiqué Emmanuel Macron. Bon, oui, il y a eu un bashing du film et tout, sauf que le film, il réussit de ouf, hein, il marche trop. oui, oui, il est super. Mais c'était vraiment génial et je trouve qu'on voit pas le temps passer. Et je trouve aussi que la filmographie, enfin non, qu'est-ce que je raconte, la cinématographie par contre est géniale. Je Mm. trouve qu'esthétiquement c'est vraiment fort aussi. Et ouais, il y a toujours des petits twists, on sait jamais de quel côté se ranger. C'est vraiment vraiment bien fait. Le fait d'alterner entre scènes dans le pardon, dans le tribunal et scènes à la maison, etc. Ça te fait ne jamais te lasser du film et pourtant il dure 2 heures et demie. C'est un excellent Ouais. film, franchement, et le poster monte, faut pas faire ça, hein. Et je sais pas si tu l'as vu, le poster il est dégueulasse. C'est avec le fond rouge, là? Ouais, ouais, je comprends pas ce poster. Mm. Ouais, surtout qu'il représente pas le film. Du tout, ouais. Mais- Mais non, c'est super et il y a vraiment des scènes marquantes et le film est super. Honnêtement, pas grand chose à dire, c'était top. Et tiens, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire au César le film. Tu vois, si, Ouais, voir s'il va vraiment être boycotté parce que putain, ce serait quand même bien honteux. Euh, effectivement. En parlant d'oléoduc, How to Blow Up a Pipeline, ou Sabotage en français. Alors, un film qui traite encore une fois d'oléoduc. Une bande de défenseurs de l'environnement élabore un plan audacieux pour perturber le fonctionnement d'un oléoduc. Euh, j- j'ai beaucoup aimé ce film, et notamment au casting. On a un casting très jeune, avec dans le rôle principal Ariela Bayer, pardon, qui est aussi scénariste, qui est une femme très impliquée dans, voilà, dans les batailles pour l'environnement. Donc ça déjà c'est assez important à noter. Christine Frozette, que j'ai beaucoup critiqué le mois dernier quand je parlais de Sharpstick avec John Bernthal. Je trouvais que c'était une actrice très mauvaise, et ben là elle est super dans How to Blow Up a Pipeline. Lucas Gage qui joue dans la première saison de White Lotus, le mec qui se fait Oui, baiser ok. par son patron. Super acteur aussi dans le film. Forrest Goodluck, j'ai eu plus de mal. Sacha Lane, quel bonheur de revoir Sacha Lane que j'adore et que j'avais découvert dans American Honey à l'époque, qui joue dans Crowded Room d'ailleurs, Théo, que j'ai Oui, toujours pas parce que je vu. me disais, attends, je connais le nom. C'est une actrice que j'adore. Moi, j'avais vu sa première expérience au cinéma, American Honey. C'était un casting sauvage. À la base, Sacha Lane, hein. Elle n'était pas du tout destinée pour être actrice. Et finalement, elle a une superbe carrière. Monsieur Jake Weary, que j'étais heureux de revoir. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai regardé ce film. La raison principale, c'était donc Jake Weary, hein, acteur d'Animal Kingdom, qui là joue Dwayne. Et donc, en fait, j'ai pas expliqué, mais le film est monté de manière à ce qu'il se passe toujours quelque chose. C'est-à-dire que on a deux timelines, on va dire. On a la timeline où ils vont aller détruire cet oléoduc. Euh,
Et à chaque fois, on va nous mettre un petit cliffhanger, flashback sur l'un des personnages, sur comment il en est arrivé à vouloir niquer cet Ah, oléoduc. Et je trouve ok. que c'est vraiment bien fait parce que tu te lasses pas. Le film est court en plus de ça, hein, 1h45. Et tous les personnages sont pertinents. Tous les personnages ont leur raison pour faire ce truc, ce mouvement écologique. Et ouais, bon, je suis extrêmement fan de Jake Way. Et je suis impatient de voir ce qu'il va faire à l'avenir. Il y a un film qui doit sortir dans les mois à venir, là, qui me hype beaucoup trop avec lui. Euh, lui, il joue le mec qui est dans sa campagne, enfin le pur américain qui a son ranch et tout. Tu vois, et il est génial, Jake Way, dans ce rôle-là. Sacha Lane est super. Enfin, tout le monde est génial. Le personnage de Forrest Goodluck est cool. J'ai L'acteur est pas mauvais, mais j'ai un peu plus de mal. C'est réalisé par Daniel Goldhaber, qui a pas réalisé grand chose. Mm. Euh, mais franchement, c'est un super film. Ça passe très vite. C'est très rythmé, très bien monté. Et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai pas grand chose à rajouter parce que franchement, c'était top. La fin est super. Et puis, pareil, c'est un film important. Comme Promised Land. Bon, là, sauf qu'on est 10 ans plus tard. Mais c'est un film aussi important et franchement vraiment réussi. Et j'ai pas grand chose à dire. Voilà. Jake O'Leary, je t'aime. Et j'étais très content de le revoir dans autre chose qu'Animal Kingdom. Et je pense que, et j'espère en tout cas que ça va être un acteur qui va compter dans les années à venir parce qu'il est vraiment extraordinaire. Ouais. Et surtout dans ce film. D'ailleurs, je regarde une série en ce moment où il y a Ben Robson dedans. Du coup, ça me fait rire. Ouais, Ben Robson, il a une plus grosse filmo quand même Ouais. que Jake. Yes. Quelle est ta deuxième, troisième, deuxième, je sais plus. Deuxième. Deuxième place. Deuxième. Ouais. Deuxième place, série qui est sortie il y a. Alors, moi, je pensais que c'était sorti il y a longtemps, enfin, genre 2010 et tout, mais en fait, sorti en 2019. C'est donc Tchernobyl. Une série. Alors, c'est réalisé, je crois que c'est plusieurs réalisateurs, mais c'est supervisé en tout cas par Craig Mazin, qui est le scénariste et showrunner de Last of Us, la série. Réalisé Donc, par Joan Renck ok. Ah oui, je vois. et écrit par Craig Euh, Mazin. yes. Et donc, c'est avec Jared Harris, Stellan Skarsgård, qui est l'un de mes acteurs préférés all time. Enfin, voilà. Mon amour pour lui n'a pas d'égal. Et donc, c'est les deux personnages principaux. Après, il y a Emily Watson aussi qui est très bien. Il y a d'autres personnages qui sont. Ah oui, il y a aussi Barry Keoghan, ça doit être l'une de ses premières grosses apparitions. Jesse Alors, il n'est pas Buckley. là toute la série. Quoi? Ah oui, Jesse Buckley, oui. Qui joue. Attends, je me souviens même plus. Ah Ludmila oui, si. Ignatenko. Oui, je me souviens. Et oui, très, très bon perso aussi d'ailleurs. Qu'on voit pas beaucoup. Après, c'est une série donc qui a 5 épisodes. C'est une mini-série qui retrace donc la catastrophe de Tchernobyl. Donc il y a beaucoup de personnages qu'on voit de temps en temps, mais pas récurrents parce qu'il faut parler de tout. Donc les deux vraiment personnages qu'on voit tout le temps, c'est Jared Harris et Stellan Skarsgård, qui sont Valérie Legasov et Boris Sherbina. Donc le personnage de Jared Harris, c'était un savant qui étudiait tout ce qui est nucléaire, tout ça. Donc il était là pour aider à comprendre ce qui s'est passé. Et Stellan Skarsgård, lui, c'était le Premier ministre, je crois, ou adjoint du Premier ministre de l'époque. Et donc, c'est ces deux-là qui vont essayer de travailler ensemble pour résoudre le problème de la catastrophe. Donc, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, quelles sont les fautes et tout ça. Moi, je connaissais évidemment Tchernobyl comme tout le monde, mais je ne savais pas déjà ce qui s'était passé et les conséquences, etc., qu'il y a eu. Et en fait, c'est l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire de l'humanité. En fait, c'est la série n'a aucune limite dans ce qu'elle montre. C'est les pires horreurs. Vraiment, il y a des trucs, mais tu te dis, mais il y a des gens qui ont vécu ça. C'est d'un réalisme brutal, mais tellement enfin, parfait. Le rythme, c'est forcément, il y a 5 épisodes, donc ça s'arrête jamais, mais enfin, voilà, c'est génial. Tu perds pas une seconde, tu kiffes toute ton expérience, quoi.
Il y a des dialogues entre Jared Harris et Stellan Skarsgård qui sont tellement puissants parce qu'on se doute que c'est des dialogues qui ont pas exactement été dits comme ça, mais qui ont eu lieu entre les deux personnages dans la vraie vie. Et dont il y a un dialogue dont je me souviens avec Stellan Skarsgård qui dit des trucs. Enfin voilà, ça m'a marqué. Tous les épisodes sont incroyables. Il y a du suspense. Ouais, c'est brutal, mais c'est tellement bien fait. Donc voilà, c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Vraiment, c'est extraordinaire. Donc je conseille Tchernobyl. Ouais, moi, faut que je la voie parce que ça fait des années qu'il faut que je la voie, mais je vais pas tarder, mais c'est qu'il y a trop de séries, quoi. Toujours le même problème. Ouais. Mais après là, vu qu'il y a 5 épisodes, regarde Ouais, mais vite. d'1 heure quand même, donc tu vois. Oui. Ma première position, c'est un film donc de cette année, comme vous l'avez compris, qui me semble être disponible sur Prime Video, si je dis pas de conneries. Brother ou Des Bleus à l'âme. Euh, alors, Des Bleus à l'âme en français, effectivement. Brother. Euh, alors, c'est un film que j'ai adoré. Un garçon de 14 ans demande de l'aide à un solitaire charismatique. Non, ça c'est pas vrai dans le synopsis, là, ce qu'il raconte. C'est fou qu'il y ait un mensonge dans le synopsis. Euh, Ouais, non, le synopsis, c'est pas le bon film. Non, en gros, c'est un garçon de 14 ans, effectivement, qui un jour va... Ah oui, si, pardon. Ouais, bon, c'est pas bien tourné. Un jour va se battre avec des potes à lui, et puis il va tomber sur un mec qui vit sur un bateau, etc., au bord de la mer. On est dans un tout petit village des États-Unis, Amérique profonde, etc., vous commencez à connaître avec moi. Et, ouais, il va tomber sur ce mec qui est charismatique, qui, tu vois, ils s'entendent bien et tout. Euh, on va apprendre que bah, ce mec-là, je sais pas si je peux le dire en soi, parce que le twist, bon, c'est pas un twist, ça vient au bout de 20 minutes de film, et c'est le propos même du film. En fait, on va apprendre que c'est son père biologique, et qu'en gros, Hmm. le père, voilà, bon, il savait que son père qui l'éduquait n'était pas son père, c'était pas son père biologique, mais il savait pas par contre qui était son père biologique. Et donc là, il va le rencontrer. Sauf que son père biologique et son père adoptif se connaissent très bien. Voilà, trop bien, même. Le film est absolument génial. Pour moi, c'est un quasi chef-d'œuvre. Dans la cinématographie, c'est absolument magnifique. Dans l'acting, j'ai été complètement choc-barre. Alors, il y a Jaylin Hall qui jouait déjà dans Emmett Till l'année dernière et qui est un petit jeune qui est extraordinaire. Et puis dans Emmett Till, on l'a peu vu, mais du peu qu'on l'a vu, c'était déjà génial. Mais là, dans Brother, il a le rôle principal, donc on le voit beaucoup plus. Et il est vraiment super. Euh, Chamir Anderson est génial. Chinella Azoro est génial. Donc ça, c'est les parents. Donc la mère et le père, donc le couple, le père donc adoptif. Et mon gros coup de cœur, c'est pour donc le père biologique, Trevante Rhodes. Alors Trevante Rhodes, il a physiquement, il est méconnaissable parce qu'il s'est laissé pousser les cheveux et tout pour le rôle. Enfin, je sais pas d'ailleurs si c'est pour le rôle ou pas, mais voilà. Il a quand même joué dans Moonlight, dans The Predator, dans Bird Box. Et récemment, il a également joué Mike Tyson dans la série Mike, qu'il faut que je regarde d'ailleurs, qui apparemment est un peu Ok. décevante, mais voilà, il a joué Mike Tyson. Il joue un peu de tout et physiquement on le reconnaît pas dans ses rôles, etc. C'est assez ouf. Donc il a un physique de zinzin et il est giga charismatique, c'est un acteur de fou. Le film est absolument brillant, mais brillant, magnifique esthétiquement, magnifique dans ce qu'il raconte, très touchant. Pour moi c'est un perfect et je comprends pas qu'on n'ait pas entendu parler plus de ce film. Honnêtement même sur IMDb il est pas si bien noté, enfin bon voilà il est noté à 6.1 sur IMDb. Hmm. Métacritiques sont un peu plus gentils, voilà, 8.1, je suis bien plus d'accord avec ça. Réalisé par Miles Warren, alors c'était son premier long métrage. La zinzinade. C'était son premier long métrage. Alors, Bruiser, c'était un court métrage avant déjà, donc qui est passé en long métrage.
Donc non, c'est un film absolument extraordinaire que je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller voir parce que c'est complètement passé sous les radars. Pourtant, ouais, c'est sur Prime que je l'ai vu, je crois, Brother. Euh, j'ai adoré. Je vais pas mentir, c'est sûrement dans mon top 10 des films de cette année. Je trouvais ça absolument extraordinaire. C'est typiquement le genre de cinéma que j'aime. Voilà, si je dois décrire le cinéma que j'aime, ça en ferait partie. En plus, je crois que c'était en format 4 tiers aussi, donc ça me plaît beaucoup. Mm. J'ai adoré. Voilà, regarde-le toi. Vas-y, sur Amazon et tout, ouais. Je vais, je vais peut-être regarder. Et toi, Mais, quelle est ta première position, Harry? moi, mon gâté, ma première position, c'est un film qui est sur Amazon aussi d'ailleurs. Manchester by the Sea. Un film récompensé pour l'acteur principal d'un Oscar totalement mérité, Casey Affleck, qui a gagné donc l'Oscar en 2017. Et ce que je te disais tout à l'heure, les autres prétendants à l'Oscar en 2017, c'était Ryan Gosling, Andrew Garfield, Ryan Coonil. Denzel Washington. Quoi? J'ai pas entendu. Ryan Coonil. Pareil. Ah Pareil. oui, je crois que j'aurais mieux fait de jamais entendre. Mais oui, il a gagné alors qu'il y avait des putains de monstres à côté, mais c'est mérité tellement la performance est extraordinaire. Enfin, elle est même all-time, la perf. L'histoire des Chandler, une famille de classe ouvrière du C'est pas la Massachusetts. chandeleur Après avec le dé... les crêpes. Oui, ça n'a rien à voir. Après le décès soudain de son frère Joe, Lee est désigné comme le tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l'a séparé de sa femme Randy et de la communauté où il est né et a grandi. D'ailleurs, l'acteur qui joue Patrick, donc qui est joué par Lucas Hedge, il a été nominé aussi. Il n'a pas Non gagné, mais, mais il avait été nominé pour tu meilleur sais que, acteur dans un second rôle. tu sais que je veux parler de ce type parce que la filmographie de Lucas Hedges, c'est n'importe quoi. Mais il joue tellement bien. Non mais attends, sa filmographie c'est euh, Three Billboards, 90s, l'excellent 90s de Jonah Hill, Waves dont je parlais tout à l'heure, l'incroyable Waves, Honey Boy de Shia LaBeouf qui est génial où il joue un jeune Shia LaBeouf. Le mec a une filmographie mais de zinzin. Il joue dans Lady Bird qu'il faut absolument que je regarde qui est apparemment un chef-d'œuvre aussi. Ouais, faut que je C'est regarde. n'importe quoi ce mec. La Mais filmographie du ouais, type. après, en fait, tous les acteurs du film, ils jouent trop bien parce que Michelle Williams, bon, elle, c'est une actrice de zinzin, mais elle est incroyable. Et Casey Affleck, il est, en fait, il est pas charismatique et en même temps, il l'est. Enfin, je sais pas comment dire, mais il a une puissance, il a une aura. Son personnage, c'est, tu ressens tous les traumas du personnage dans sa façon de jouer, dans sa façon d'être. Que tu comprends C'est pas l'une au des début, hein. performances. Parce que, alors, du coup, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai vu le film ce mois-ci aussi. Voilà. Oui, c'est ce qui est fou. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est l'une des performances d'acteur qui m'a le plus choqué là dernièrement que j'ai vu. C'est vraiment incroyable. Il m'a touché. Son personnage, enfin, il est ultra touchant. C'est un film ultra bienveillant, vraiment bienveillance max. Il n'y a pas un seul personnage qui est là pour faire le connard ou enfin qui fait un peu cliché et tout. C'est que du positif pendant tout le film, alors que c'est que des trucs horribles qui arrivent aux différents personnages, et notamment donc, au personnage de Casey Affleck. Il lui arrive que des choses horribles, c'est que de la tristesse pendant tout le film, et en même temps, il y a tellement de beaux messages, de bonté, d'humanité. C'est un film tellement humain. Il m'a touché à un point, en plus, ça parle de famille, tout ça, donc moi, ça me touche aussi particulièrement. Et donc vraiment, c'est l'un des films le plus marquants que j'ai vu dernièrement, et des dernières années même. Donc voilà, Manchester by the Sea, MVP de ce mois-ci et de peut-être de l'année, on verra. Enfin, c'est pas sorti cette année, mais des films que j'ai vus cette année. Donc voilà, un chef-d'œuvre, évidemment. Oh, c'est exceptionnel ce film. Euh, Réalisé par Kenneth Lonergan, Oui. qui a pas réalisé grand-chose. Mais c'est ouf. Je trouve aussi que l'atmosphère retranscrit très bien tout ce qui se passe. Hyper Mm. grisâtre,
tout le long du film et tout, et c'est un film très touchant comme t'as dit. Et j'aime beaucoup le mystère qui plane autour du personnage de Casey Affleck sur les Oui, premières minutes oui, avant qu'on apprenne ce qui oui. s'est passé. On sent qu'il s'est passé quelque chose. On sent qu'il y a un truc horrible qui lui est arrivé, mais on devine pas quoi en fait. Et Et quand on apprend ce qui est arrivé, c'est tellement violent, ouais, je m'attendais pas à ça, c'est hein. soudain. Ouais, on s'y attend pas en fait. C'est une scène comme une autre et d'un coup, tu vois le truc, tu fais putain, c'est un truc de ouf. Et non, c'est un film qui est vraiment, vraiment magnifique. Drôle aussi, le duo Lucas Hedges, Casey Affleck est réussi à être drôle. Et vraiment, moi, Ouais, enfin, pour revenir sur Lucas Hedges, c'est quand même n'importe quoi. Et comme tu as dit, ouais. Alors, le film a remporté, comme tu l'as dit, enfin, Casey Affleck a remporté le meilleur acteur dans un leading role et meilleur scénario aussi pour le film. Meilleur scénario original. Et c'était nominé pour meilleur film, meilleure performance pour Lucas Hedges, meilleure performance ici pour Michelle Williams, complètement mérité. mm. Euh, et meilleure réalisation aussi. Ça, c'était uniquement les nominations qui n'ont pas été remportées, mais il y a Et, une scène aussi à la fin là, avec Michelle Williams et Casey Affleck là. ouais, ouais. C'est quelque chose et je suis un énorme fan de Casey Affleck, l'acteur, du réalisateur aussi qui a réalisé l'excellent Light of My Life. Il faut que je vois aussi son autre film qui est de A24, A Ghost Story, qu'il faut que je vois. Mais Casey Affleck, moi, c'est un acteur que j'aime énormément et ce film est extraordinaire, tellement touchant. Moi, c'est typiquement le cinéma que j'aime. Et allez voir Manchester by the Sea parce que c'est incroyable. Moi, si je l'aurais dû le mettre dans mon classement, je pense qu'il serait passé premier aussi. C'est un peu le premier pour nous deux ce mois-ci, Ouais. je pense. Ben voilà pour ce mois de Ouais. septembre 2023. Donc ouais, moi je suis allé sur beaucoup de films de 2023 et puis je pense que je vais continuer comme ça parce que j'aime bien rattraper un peu les films que j'ai pas pu voir, mais de toute façon, comme on a dit en fin d'année, on va avoir pas mal de films forcément bien qualitatifs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. On est dans la période Oscar César, donc forcément. Merci en tout cas pour ceux qui nous ont écoutés. Nous on se retrouve le mois prochain comme d'habitude. Je vous dis Ouais. à très vite. Bye tout le monde. Ciao.